Bonus. Trax. Cet été, le Land Rider fait monter la température avec un maximum de lance-flammes lourds pour vous parler des guerres les plus zélotes de l'univers de Warhammer 40 000. J'ai nommé l'Adepta Sororitas. Alors chaussez vos talons, enfilez vos corsets et bénissez vos bolters, car aujourd'hui le programme s'annonce des plus gothiques. Pour parler avec moi de l'Adepta Sororitas, j'ai l'inarrêtable, je ne sais pas pourquoi je prends un accent hautain un peu comme ça, mais je pense que c'est parce qu'on va parler d'inquisition, de trucs un peu insidieux, donc je pense que c'est à propos. J'ai bien sûr JB, comment vas-tu ? J'ai un peu chaud. Tu es un peu chaud, c'est comme normal. Si le parquet était chauffé au lance-flammes lourd. Je pense que c'est le cas, mais nous allons résister car notre foi inébranlable va nous permettre de suivre le conducteur pour vous dérouler un petit peu l'histoire, le lore et la gamme des sœurs de bataille qu'on appelle aussi l'Adepta Sororitas, si on veut être tout à fait correct d'un point de vue univers. Moi je dirais les sœurs de bataille. Je pense qu'on va vite avoir une fatigue écrasante avec ce terme et qu'on va plutôt opter pour effectivement sœurs de bataille. Alors, est-ce que, JB, maintenant que les présentations sont faites sur les termes techniques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les sœurs de bataille, justement ? Pour moi, les sœurs de bataille, ça a toujours été une espèce d'arlésienne du hobby, dans le sens où quand j'ai commencé Warhammer 40 000 quand j'étais ado, c'était des figues en métal et genre il y en avait 5-6, et c'était un truc, ouais, les sœurs de bataille, le jour où ça arrivera, ça sera trop bien et tout. Et quand j'ai repris en V8, il y avait toujours ce truc de, les sœurs de bataille, le jour où ça arrivera, ça sera trop bien. Et 20 ans s'était passé entre les deux. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand c'est arrivé, moi j'étais un peu parce qu'en fait, c'est une armée qui globalement me parle pas tant que ça. En fait, je trouve que ce que j'aime bien dans Warhammer 40 000, c'est quand ça pousse des concepts assez loin ou que ça les tord un petit peu. Ouais. Et là, je trouve que c'est vraiment l'esthétique gothique qu'on peut imaginer, entre guillemets, au premier abord quand on pense à 40 000, mais je trouve qu'elle n'est pas assez tordue en fait. Ouais, elle est un peu trop classique dans regardez le côté gothique. Un peu plus évident, un peu plus tape à l'œil, c'est ça je pense que tu veux dire. Et je pense que je suis plutôt d'accord avec toi, mais je te propose qu'on termine cette conversation un peu plus tard et qu'on s'intéresse au lore maintenant qu'on a un petit peu ton ressenti. Et je dois te dire que je partage, tu m'ôtes les mots de la bouche à vrai dire, parce que moi aussi j'ai ce feeling de quand j'étais un plus jeune hobbyiste et que je voyais dans les pages de White Dwarf une armée entière de l'ordre de la rose sanglante, alors qu'à l'époque il y avait peut-être 10 figues différentes en métal et que les mecs en peignaient des centaines. Et qu'elles n'étaient pas si différentes que ça, parce que je pense que c'était l'angle du bolter et le casque ou la tête nue. Effectivement, c'était à peu près ça qu'on avait, mais on reviendra sur les figues de l'époque un peu plus tard. Restons sur ce qui a peu changé ou énormément changé selon l'époque, à savoir le lore des sœurs de bataille, car elles sont finalement assez représentatives de comment le background, comment l'univers de Warhammer 40 000 change. Ouais, évolue et je pense s'adapte aux envies actuelles, à la globalité du hobby actuel et à ce que Games Workshop veut mettre en avant à un moment A ou à un moment B, quoi. Et donc on va choisir le moment B, en tout cas le moment présent, mais on va revenir de temps en temps. Attention, il y aura des petits flashbacks, à la fin il y a une interro, prenez vos notes, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs techniques. C'est le cahier de vacances des sœurs de bataille. C'est un peu ça. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc les sœurs de bataille dans l'univers sont connues sous le terme technique de l'Adepta Sororitas. D'ailleurs, je le dis direct, comme ça sera dit, mais j'ai déjà vu des gens faire cette erreur grossière sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais c'est Adepta Sororitas car c'est le pluriel du pseudo latin le haut gothique que les gens de l'Imperium pratiquent, et ce n'est pas A parce que ce sont des femmes, comme j'ai pu parfois le voir écrire. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, d'accord, moi je l'avais jamais vu comme ça. Et voilà, maintenant vous le savez parce que c'est Adeptus, tu vois, par exemple Mechanicus, il n'y en a qu'un. Les ordres des sœurs de bataille, il y en a plusieurs, donc c'est les Adeptas. En fait. D'accord. Et voilà pour votre petit cours de haut gothique. Pourquoi du coup c'est l'Adeptus Astartes ? Parce qu'il y a plusieurs chapitres, mais ils obéissent à la même doctrine, je sais pas, peut-être. Ah ok, moi je pense qu'il y a un A parce que c'est des meufs. Ok, votez en fin de podcast, vous aurez votre définition, mais on va voir que c'est peut-être les deux sont vrais, parce que souvent dans l'univers de Warhammer 40 000, on peut avoir deux explications contradictoires et les deux restent vraies ou les deux restent fausses.
L'absence de preuves ne prouve pas l'absence, comme dirait ce cher Wade Price. Bref, revenons sur l'Adeptas Sororitas, qui est du coup le bras armé de, attention, un autre Adeptus, l'Adeptus Ministorum, qui du coup est en gros l'église d'État de l'Imperium. C'est comme ça qu'on peut la présenter, n'est-ce pas, JB ? Bah, oui, c'est globalement tous les gens qui restent sur Terra et qui disent à tous les gens dans la galaxie, si vous priez pas l'empereur, on va vous tuer. Effectivement. Alors, il y a différentes façons de pratiquer. Des gens fort sympathiques. Mais effectivement, l'idée, c'est toujours de pratiquer la foi impériale. La foi impériale, bien sûr. Et du coup, on va un petit peu remonter le temps et savoir comment elles sont devenues un peu cet ordre militant de l'Église. Donc, vous savez, en fait, à Warhammer 40 000, il est toujours question d'être le bras armé de quelqu'un. Donc, l'Adeptus Mechanicus, ça c'est Skitarii, par exemple. Les Space Marines défendent à peu près tout le monde. La garde impériale, c'est l'armée des humains. Et les sœurs de bataille, c'est l'armée qui est spécialement conçue par et pour l'Église, si j'ose dire. Mais au fait, pourquoi des femmes ? Pourquoi juste des femmes ? Parce qu'on en parlait. Est-ce que c'est A pour les femmes ou est-ce que c'est A parce que c'est le pluriel ? Est-ce que JB, tu connais la réponse à cette question ou est-ce que tu veux que je la donne ? Ça, tu vois, ça c'est un détail marrant parce que genre ça part d'un abus de langage et c'est très 40 000 de « Ah, vous nous avez dit ça ? Bah regardez, on va le faire comme ça. » En fait, c'est parce que non, je crois que c'est vraiment l'ecclésiarchie. L'ecclésiarchie, c'est le nom qu'on donne à l'Église, effectivement. Qui n'a pas le droit d'avoir de soldats. Pas d'hommes en armes. Voilà, d'hommes en armes. Voilà, c'est ça. C'est marqué d'hommes en armes. Mm-hmm. Du coup, ils ont mis des femmes en armes. Effectivement, pratique pour contourner la loi. Essayez-le chez vous, ça marche. C'est mieux qu'un 49.3, mais pas de politique dans notre hobby. Attention, parlons plutôt effectivement de comment on en est venu là, d'une ecclésiarchie qui est défendue que par des femmes. Eh bien, sachez qu'au 36e millénaire, puisque rappelez-vous, nous sommes au 41e millénaire, eh bien, il s'est passé un truc vraiment pas cool qui s'appelle l'âge de l'apostasie. C'est un nom français que j'aime beaucoup et qui en gros est un joyeux bordel, une époque de guerre civile, la plus grosse après l'hérésie d'Horus dont on vous a déjà parlé, qui elle se passe au 31e millénaire. Et bien là on s'affronte au sein de l'Imperium. Alors tu oublies la saga de la bête en 32 000 avec le plus gros orc qui n'a jamais attaqué l'Imperium, mais bon c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Oui, bah oui, parce que tu es vexé dans ton petit cœur d'orc, mais oui. J'ai parlé de guerre civile, de guerre civile, donc voilà, la bête il n'est pas impérial à la base, tu vois. Enfin, ou alors on nous cache des choses, il y a un complot facile à faire. Mais bref, c'est mon empereur à moi. C'est ça. À l'époque, on a un certain. Alors je ne sais jamais comment on le prononce. Est-ce que c'est Gogé, Joji, Gauge, Jojo Vandir, voilà. Donc un impérial. Je dirais Gauge Vandir. Gauge Vandir. Voilà, c'est JB à trancher. On va envoyer une lettre à GW, maintenant c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Donc c'était un homme un peu plus ambitieux que la moyenne, puisqu'il était déjà en fait à la tête de l'administratum, donc tout ce qui est, on va dire, la fonction publique dans l'Imperium. Donc le mec gérait, la préfecture. Voilà, le mec gérait toute la partie administrative de l'Imperium et donc ce qui faisait de lui quelqu'un de très puissant du coup dans cet Imperium du 36e millénaire. Et puis il s'est dit, moi j'en veux quand même un peu plus parce que je suis un peu jaloux de l'Église qui commence à monter, parce qu'on vous rappelle qu'au 31e millénaire, il n'y a pas de foi impériale et l'empereur dit non, les dieux, la religion, tout ça n'existe pas, ne me vénérez pas comme un dieu. Bon, 5000 ans plus tard, c'est un peu parti en couille et donc les églises deviennent très très fortes. Et donc notre ami Jojo se dit tiens, moi je deviendrai bien l'homme le plus puissant de l'Imperium et j'avais envie de mettre la main sur l'ecclésiarchie. Et donc s'ensuit une guerre civile complètement dingue où le mec met l'Imperium à feu et à sang, ce qui est plutôt dangereux. Et c'est aussi une guerre, c'est un petit peu le cas de l'hérésie d'Horus, mais là qui est d'ordre religieux du coup aussi, parce que du coup lui dit non mais moi je crois mieux que vous et vous prétendez être la foi impériale alors que la foi impériale c'est moi. Et ils s'affrontent à grands coups de milices. C'est des événements qui sont relatés dans des codex ou tu dans peux des trouver romans. Ça, alors pas dans des romans, mais en relisant, peut-être qu'il y a des romans qui se passent en partie. D'accord, mais il n'y a pas un vrai truc qui a un peu figé ça. Regardez, voilà ce qui se passe et on vous le met dans des romans. Mais en préparant le podcast, je me suis dit que ça ferait quand même une putain de saga littéraire. Là, franchement, vu comment c'est dit comme ça me tente bien et je vais revenir à Saga de la Bête. C'est un peu aussi ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est toute la partie Imperium où en fait ça se passe un peu après l'hérésie d'Horus, et t'as toute cette guerre entre l'assassinat room, le militar room, en fait tous les ordres un petit peu, qui essayent d'être celui qui va le mieux gérer la crise, pour en fait devenir l'ordre principal et prendre le pouvoir sur les autres. Là c'est tout à fait dans le même esprit, et je pense qu'on pourrait effectivement inventer une espèce de saga littéraire qui retrace un petit peu comment on en arrive à l'impérium du 41e millénaire. Ça m'étonnerait pas qu'un jour Games Workshop mette la main là-dessus, Black Library en tout cas.
Mais effectivement, du coup, Vandayer est en guerre contre le reste de l'Empire. Et puis, un jour, il apprend l'existence d'un couvent de sœurs qui s'appellent les filles de l'empereur. Qui vivent sur le monde de San Leor et du coup il se dit tiens moi j'aimerais bien ça commence à être un peu chaud pour ma gueule, tous ces conflits etc, j'aimerais bien me faire une espèce de garde d'élite, un peu les immortels de Xerxès mais version Jojo, et donc il faut que j'arrête de l'appeler comme Jojo, ça maintenant, mais effectivement monsieur Vandayer va rejoindre ce couvent et demande en tant que l'homme le plus puissant de l'impérium à leur parler, et en fait elle lui explique qu'elles ne reconnaissent que l'autorité de l'empereur, mais donc elles n'ont pas à lui obéir, et là il leur propose un marché, il dit regardez je viens avec un seul garde du corps et je veux prouver que je parle avec l'autorité de l'empereur. Et qu'est-ce qu'il fait ce petit filou? Il dit à ce garde du corps de tirer sur lui, sauf qu'il porte un générateur de bouclier comme il y en a portatif dans l'univers de Warhammer 40 000, une sorte de gros collier, et en fait du coup le tir ne le tue pas. Et là, les sœurs de bataille qui visiblement ne connaissent pas cette technologie se disent oh, mais il est béni par l'empereur, il a survécu à la balle ou au tir laser que son garde du corps lui a fait. Et donc elles sont persuadées que c'est un signe, et dans un truc presque un peu mythologie grecque, se disent ah tiens, on va le suivre et on va devenir ses plus fidèles guerrières. Elles se renomment d'ailleurs à ce moment-là je ne sais pas comment ils traduisent ça, mais c'est Brides of the Emperor, donc les mariées de l'empereur. Donc elles sont passées de filles à mariées. Mais bon, en fait, c'est plus les mariés de Vandayer que de l'empereur, parce que l'empereur n'a rien à voir dans tout ça. Il est toujours sur son trône à essayer de faire des choses. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, à part en chier et attendre. Et effectivement... c'est pas parce que c'est un trône qui passe son temps à chier, l'empereur. J'ai dit en chier, mais voilà. Globalement, c'est quand même ce qu'il fait. Et du coup, nos amis filles de l'empereur devenues mariées de l'empereur deviennent un petit peu sa garde personnelle, qui est dirigée du coup par Alicia Dominica. Ça dure quand même un certain temps, et grâce à elle il va quand même notamment puisque ce sont des guerrières hors pair et les ancêtres des sœurs de bataille gagner de nombreux conflits, jusqu'au jour où il commence quand même à avoir une opposition sérieuse qui est dirigée par un homme qui s'appelle Sébastien Thor, mais rien à voir avec le dieu du tonnerre, qui a des alliés puissants. Voilà, non plus, ni l'un ni l'autre. Pas de Marvel Cinematic Universe encore dans l'univers de Warhammer 40 000, même si techniquement ça se passe dans notre monde, donc ça se trouve... ça existe. Et bref, Sébastien Thor a peut-être pris son nom d'après Chris Hemsworth, et se dit en tout cas, moi j'ai besoin d'avoir une opposition à Vandayer, et donc il finit par rassembler une armée de fidèles qui rivalise la sienne, et explique du coup un petit peu la supercherie en fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et avec l'aide notamment d'un certain Longinus, qui est un membre de l'Adeptus Custodes, la garde personnelle de l'empereur, les prétoriens un petit peu de cet empereur-là. Et fait assez intéressant, puisque tu parlais de la Black Library tout à l'heure, dans les derniers bouquins de l'Horus, on va avoir un personnage qui est de l'Adeptus Custodes, donc cette fameuse garde de l'empereur, qui au départ a un nom différent ou n'a pas de nom, et à partir d'un moment reçoit en fait un espèce de titre ou un nom honorifique, qui est donc Longinus. Donc le pote à Sébastien Thor et à Alicia, qui va permettre aux sœurs de bataille de rentrer on va dire du bon côté de la loi, et on ne sait pas si c'est le même Longinus ou pas, ou si c'est un titre qui s'est transmis après avec exactement le temps, mais vu qu'à l'époque on est quand même au 36e millénaire, et donc le mec aurait vécu 5000 ans, c'est peut-être pas si déconnant pour un Custodes, qui sait. C'est pas étonnant dans l'univers de 40 000 que des gens vivent 5000 ans. Exactement. Donc il est possible que ce soit le même personnage, mais en tout cas, tu vois, il y a déjà potentiellement une sorte de référence. Je crois que c'est dans Namnet, c'est dans le Saturnine, il me semble que ce personnage gagne son nom. Du coup, tu vois, il a connecté, lui, via ce personnage, les Résidorus à l'âge de l'apostasie. Donc quelque part, peut-être que c'est une sorte de foreshadowing ou un teaser. Mais bref... juste des petites connexions sympas qui n'auront peut-être jamais de sens, et que ça prendra jamais forme, mais c'est là, et ça permet aux gens comme toi et moi qui font l'or de voir ces connexions-là et de se dire « Ah, il y a pensé, c'est cool. » et tout. Et oui, c'est plutôt très cool. Et en tout cas, Longinus est un gars cool, puisqu'il finit par expliquer à Alicia que en fait, Vandayer, il n'est pas vraiment gentil. Et donc, les sœurs de bataille les filles de l'empereur finissent par se retourner contre leur maître, et cette fois Alicia retourne même carrément sa lame et le décapite, et cette fois le champ de farce il fonctionne pas. Donc elle le décapite net, et c'est un petit peu, on va dire, la genèse
des sœurs de bataille, puisque toutes ces premières filles de l'empereur vont former ce qui deviendront les différents ordres des sœurs de bataille. Donc elles vont se scinder en plein de couvents différents. C'est pas très loin d'être en fait l'équivalent un peu des primarques, tu sais, qui derrière ont recréé leurs différents chapitres. Elles sont bien sûr bien moins puissantes, elles sont pas génétiquement modifiées, mais il y a quand même cette idée de lignée, tu vois, de Catherine a créé tel ordre, j'ai plus leur nom, mais je sais pas, Gabrielle a créé tel ordre, et c'est assez marrant parce qu'à une époque elles faisaient toute partie de la garde personnelle de Vandermeer, et finalement elles finissent toutes par créer leur propre couvent avec leur propre doctrine. Les couvents, les doctrines, et c'est encore les ordres qu'on retrouve maintenant dans le dernier codex. Et tout à fait, et justement on va en parler, et c'est là qu'arrive une première petite subtilité, puisque elles sont liées, ces sœurs de bataille, par la suite, à l'Inquisition, à savoir l'Ordo Hereticus, donc celui qui chasse les traîtres, comment on appelle ça, les cultistes en fait du chaos qui se cachent dans l'Imperium. Exactement, c'est le terme que je cherchais. C'est dans le nom. Mais effectivement... Hereticus, hérétique. J'ai fait la teinte deuxième langue. T'es trop fort. Effectivement, 20 sur 20 pour JB. Mais effectivement, via la convocation de Néphilim, ça doit vous rappeler quelque chose si vous êtes en train de jouer à Warhammer 40 000 en V9 au moment où on enregistre ce podcast. Mais du coup, l'Ordo Hereticus engage, on va dire, entre guillemets, les sœurs de bataille pour être potentiellement son bras armé si besoin, parce qu'on considère que qui de mieux que des guerrières très 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 zélotes pour traquer les gens qui sont très très peu zélotes, ou alors zélotes dans la foi qu'on dénigre. C'est là qu'on a une sorte de première, comme je disais, subtilité, une petite friction, parce que du coup on est dans un truc de canon un peu bizarre. Et il y a eu une époque où elle n'était que le bras armé de l'Église. Aujourd'hui, le lore s'est un petit peu accommodé des deux, c'est-à-dire qu'il y a eu une convocation, une espèce, on va dire, de document historique qui les lie à l'Inquisition si besoin, mais à l'origine, elles ne sont pas un ordre militant fondé par l'Inquisition, mais par l'Église, qui à un moment se dit, mais de petites zélotes en armure, c'est quand même bien pratique pour aller chasser l'hérétique et le traître. Donc pourquoi pas, mais maintenant que ce petit point de retcon qui a été finalement intégré au fur et à mesure des éditions est passé, on va pouvoir passer aux différents ordres. Est-ce que tu veux nous les présenter, JB ? Alors, le premier ordre, c'est l'ordre militant. Donc c'est celui qui a été fondé par les sœurs originales, j'ai plus les noms exactement, mais du coup Alicia a créé son ordre militant, et en fait on va dire que c'est la garde personnelle, je sais plus combien elles sont, je crois que c'est 9 parce qu'il y a 9 sous-factions par bouquin ou un truc comme ça, ou 6, et en tout cas en fait les premiers ordres militants c'est les plus grosses, c'est la partie armée en fait. C'est ça, et en fait on va voir que les ordres, contrairement par exemple au chapitre Space Marine, qui sont on va dire séparés par une vraie doctrine et une vraie manière de faire la guerre, je trouve que les ordres des sœurs, elles sont plus orientées sur des missions et sur une manière de s'organiser et de travailler plus ensemble, plutôt que d'être des groupes armés séparés. Parce que par exemple, il y a l'ordre hospitalier, comme son nom l'indique, du coup, c'est tout ce qui va être les infirmières, les médecins, les soignantes, et qui eux ont un truc qu'ont pas trop les Space Marines, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper un peu des fidèles et un peu des civils en fait. Ouais, et c'est assez intéressant du coup d'avoir ce que tu disais, imaginer en fait que c'est un peu, bon, du coup j'imagine qu'elles ont très peu de guerrières en armes, etc., mais c'est un peu comme si en fait on avait créé des Space Marines qui ne combattent pas, et c'est un chapitre d'apothicaire en fait, tu vois, et je trouve ça assez cool. Je ne sais plus c'est dans quel codex, c'est peut-être même dans un vieux codex garde impériale, il y a un moment une espèce de page, ou alors je crois que c'est dans un Psychic Awakening, où en fait on voit un truc de campagne, et en fait on voit quelles sont les factions qui sont déployées dans l'Imperium, dans le camp Imperium. Donc tu as tous les régiments, tu as telle compagnie de chapitre Space Marine. C'est dans le Psychic Awakening où il y avait les Foi et Fureur, non, les sœurs et le chaos, voilà. Et du coup en fait tu voyais un truc où en fait les sœurs qui étaient déployées c'était que tel ordre, et qui était un ordre hospitalier, donc en fait qui soignait qui était chargé du combat de triage, comme on dit ça en anglais, récupérer les blessés, les civils, ceux de la garde, etc. Donc c'est une espèce de renfort de corps médical un peu d'élite, qui est normalement dédié aux fidèles, mais bon quand on combat et qu'on meurt pour l'empereur ou qu'on se blesse pour l'empereur, on est considéré comme fidèle, j'imagine. Ouais. Après il y a l'ordre Dialogus, qui va du coup être tout ce qui est lié on va dire à la connaissance et à la collecte du savoir, et pareil, c'est cette chose où elles vont faire de la traduction, elles vont aider sur des échanges commerciaux, et c'est là où on peut les voir dans les romans ou dans les BD, tu les vois interagir plus avec des rock traders ou avec ce genre de choses. Il y a alors un ordre que je connais pas beaucoup, c'est l'ordre Famulus, qui est vraiment censé
travailler avec les nobles. Ouais, c'est un peu. Ça, c'est une partie que je connais un peu moins. Ça fait un peu penser, et je pense qu'on en reparlera quand on reparlera de la gamme, mais les sorts de bataille infusent quand même tout un tas d'imageries féminines différentes en fait. Donc il y a l'idée de l'infirmière, d'un autre côté tu as aussi la conseillère, tu sais, du roi, c'est un truc que tu vois beaucoup dans les trucs de fantasy, ou même je sais pas dans Dune, les Bene Gesserit, c'est genre à la fois on va dire peut-être la compagne mais aussi la conseillère, de voyante exactement, aussi, tu vois, donc les familles, la divination, les familles magie, ça s'inscrit un peu là-dedans, donc elles sont pas des psycheurs, elles n'ont pas des pouvoirs psychiques, mais elles vont guider parce qu'elles sont entraînées à l'art de la négociation en fait. Donc c'est un peu un ordre qui lui aussi va faire la guerre, mais par d'autres moyens, quoi. Ok, et après, ça c'est très 40 000, c'est oui, il y a plein d'ordres mineurs qui s'appellent les ordres minoris, on met tout le reste dedans et on les développera un jour. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie des trucs qui soit peuvent aider les gens à faire leur propre lore, ou soit ramener des petits détails intéressants. Il y a l'ordre Pronatus, par exemple, qui est considéré comme un ordre mineur, mais qui est chargé d'entretenir et de transporter les reliques de l'ecclésiarchie. Donc tu pourrais très bien aujourd'hui te dire, alors c'est déjà le cas de plusieurs ordres militants que tu peux jouer dans le codex, mais tu pourrais très bien te dire, tiens, je prends les règles de l'ordre militant là, mais moi je ne joue pas cet ordre militant là, je joue un ordre très mineur dont le boulot est de gérer les 4 reliques qu'il y a sur cette planète, et tu peux très bien imaginer que ces ordres là, s'ils sont mineurs, bah, il y a peut-être quoi, c'est pas comme les chapitres Space Marine où il y a un nombre Space Marine connu et tout, tu vois, tu peux imaginer des trucs très limités, et ça les rend assez sympas aussi sur la bataille de ce point de vue là, je trouve. Je pense aussi que c'est parce que c'est un peu plus, on va dire, récent entre guillemets dans le vrai développement du lore et tout ça, et qu'ils ont voulu montrer que c'était pas en fait un copier-coller des Space Marines. Ouais. C'est d'amener une autre vision de l'organisation militaire, une autre organisation, et de couper en ordre avec des vraies missions comme ça évite de se dire bah en fait tous les ordres c'est les mêmes, ils sont juste peints pas de la même couleur et ils font juste pom pom boum boum, mais c'est des femmes, c'est pas des hommes. Effectivement, je pense que c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Et après, on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes de Land Rider, c'est que on a énormément quand même de personnages qui sont entre guillemets plus affiliés civils désormais dans les armées, qui représentent, tu vois, même dans la Death Guard, on a vu, tu vois, le mec qui fait les potions, tu vois, qui sont pas forcément des combattants au sens premier du terme. Et je trouve ça assez cool. Et les sœurs de bataille, effectivement, représentent bien ça. Je sais pas si dans le tout premier codex qu'elles avaient, qui avait la couverture de John Blanche, etc. Il y avait déjà cette idée d'ordre majeur et mineur, et il me semblait quand même que le titre Sœur de bataille laissait peu de suspense, mais il faudra se replonger dans les codex de l'époque pour en être sûr. Mais voilà un petit peu comment la faction du coup a un petit peu évolué et donc n'est plus vraiment aujourd'hui une faction purement guerrière. D'ailleurs, l'a-t-elle seulement été quand on voit que un coup elle est recrutée par l'Inquisition, un coup elle est à l'origine tu vois, la garde personnelle d'un traître, donc on sent que c'est une faction quand même qui a beaucoup vécu dans le lore de Warhammer 40 000 et c'est plutôt agréable. Je pense que vu que c'est une faction qui n'existait pas sur les tables de jeu à proprement parler, elle a beaucoup vécu par le lore, très peu d'unités, elle a effectivement vécu beaucoup par le lore, moins avec les parties et les photos, donc les gens sont un peu moins projetés dedans, et en plus c'était réceptionné en fait, ah bah qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on raconte, et peut-être que les auteurs se sont un peu plus penchés là-dessus, ont développé plus de choses, et c'est pour ça qu'on a peut-être un truc aussi large en fait maintenant. Ouais, complètement. Et pour terminer la partie un petit peu lore, je voulais juste faire un point sur ce qu'on fait souvent sur l'équipement, un peu les trucs max de lance-flammes typiques, on l'a dit effectivement, un max de lance-flammes mais des sœurs de bataille. Elles ont des armures énergétiques comme les Space Marines. Elles ont des bolters aussi. Elles ont des bolters, notamment le modèle qui est un des modèles les plus connus dans le lore, mais qui s'appelle le Godwin Diaz, qui du coup est un hommage à Jess Godwin et à Juan Diaz, qui était un sculpteur, qui sont tous les deux sculpteurs très importants de cette époque-là. Et effectivement, du coup, elles ont un peu l'équipement classique des Space Marines, mais elles ne sont pas génétiquement modifiées. Elles ont d'ailleurs aussi, on retrouve un certain nombre de véhicules en commun. Alors, il y a pas mal de châssis Rhino, notamment l'Immolator, le Castigator et l'Exorciste, qui en fait représentent souvent cette esthétique gothique. C'est vraiment l'Exorciste notamment. Je crois que c'est même un mème en dehors de la communauté Warhammer 40 000 pour se moquer ou rigoler de l'esthétique, c'est-à-dire que c'est un tank littéralement qu'un orgue qui lance des missiles. Je pense qu'on fait difficilement plus cliché pour Warhammer 40 000, et c'est vrai que du coup on retrouvait surtout beaucoup à l'époque de la 3e édition, donc au début des années 2000, etc., beaucoup des kits en commun avec un petit pack d'accessoires et peut-être souvent un petit twist gothique, mais c'était l'époque aussi des packs d'amélioration en métal, où en gros t'achetais ton châssis entre guillemets en plastique, et après tu venais le convertir avec soit tes rangées de pics de Space Marine du Chaos, soit ton orgue de sœur de bataille. Donc tu avais une
plus grosse réutilisation, je pense, de certains châssis. Ouais, le Rhino à l'époque, la garde impériale avait aussi des Rhinos. Voilà, tu vois. Donc maintenant, ça c'est effectivement, je pense, c'est un vestige qu'ils ont gardé parce que c'est comme des véhicules qui sont emblématiques. Et ça permet de faire durer des kits qui ont déjà 30 ans. Mais je pense que si, entre guillemets, ils refaisaient l'armée, entre guillemets, de zéro maintenant que c'est une nouveauté, elles auraient des tanks à elles et ça serait pas un châssis différent, je pense inspiré d'un châssis qu'on a déjà. Ouais, c'est un peu un héritage. Donc il y a effectivement les véhicules qui sont assez représentatifs des équipements des laisseurs de bataille, mais il y a aussi les marcheurs. Parce que récemment, on a vu apparaître les exo-harnais Parangon, dont on reparlera tout à l'heure, mais avant ça, on avait les machines de pénitence qui étaient ultra représentatives de la gamme. Moins qu'un Dreadnought. Voilà, c'est ça, mes versions sortes de bataille. Et bien sûr, du coup, beaucoup de lance-flammes, beaucoup d'armes à fusion. Il y avait il y a toujours des figues à réacteur dorsal. Ouais. C'était quand même assez proche en termes d'unité de la base des armées Space Marine aussi, complètement. De la V3 et tout ça, quoi. Yes. Et voilà pour les présentations, du coup, d'un point de vue un petit peu lore. Du côté de l'évolution de la gamme chez Games Workshop, on y a déjà fait allusion à plusieurs reprises, mais c'était d'abord une armée à part dans un codex avec la couverture de John Blanche qui est devenue iconique et qui a d'ailleurs été immortalisée par une figurine il y a quelques années. Ensuite, l'armée est revenue. Donc on était en 1997 pour le premier codex avec beaucoup de figues en métal. Alors celui-là, je ne l'ai pas connu. Ouais, moi non plus. Mais j'ai connu le deuxième, donc c'est le codex Chasseur de sorcières qui lui date de 2003. Et donc du coup, on a dans celui-là des nouvelles figues, toujours en métal, qui complète un petit peu la gamme de base, l'adapte, mais surtout, du coup, incarne ce twist dont on vous parlait tout à l'heure, de lier en fait les sœurs de bataille à l'Inquisition, ce qui était très à la mode à l'époque. Et pourquoi ? Parce qu'en 2001, on avait eu le jeu Inquisitor avec les espèces de figurines, je sais jamais l'échelle, mais les grosses figurines. 54 mm. Ouais, c'est ça, merci JB. Soit dit maintenant, vu comment l'échelle des Space Marines monte, ils sont pas loin d'y être. Ouais, c'est clair qu'on est plus très loin. Mais effectivement, qui était un jeu plus orienté RPG, quoi, et qui avait ramené l'Inquisition dans un mood totalement différent. Aujourd'hui, c'est un peu le truc gris par excellence, ce truc qui représente le fait qu'à 40 000 personne n'est vraiment gentil. Mais à l'époque, c'était quand même très cliché, c'était vraiment l'Inquisition en mode catholique, quoi, avec des mecs qui cramaient des gens sur des bûchers. Espagnol dans l'esprit, dans l'image. Ça. Donc tu te posais pas trop de questions, et à l'époque, en fait, il y avait besoin de créer un espèce de jeu plus RPG. En même temps, vu que c'était du 50 km, c'est un peu long, du 54 mm, ils ne pouvaient pas se permettre de faire trop de figues différentes. Donc, ce que Gavin Thorpe, qui est l'inventeur d'Inquisitor, avait trouvé, c'était de dire on va faire un truc au sein de l'Inquisition et on va expliquer les différentes branches de l'Inquisition, notamment la branche radicale versus la branche puritaine. Donc, les radicaux utilisent des démons pour combattre des démons, par exemple, alors que la branche puritaine veut rester ultra clean, quoi. Et du coup, du lore de ce jeu-là est né. Enfin, je pense que c'est une grosse facette, je pense que c'est un peu sous-estimé, mais je pense que ça a vraiment impacté la 3e et la 4e édition, qui sont vachement en mode l'Imperium est dégueulasse, l'Inquisition est trop bizarre. Un truc, c'est que moi, tu me parles de ce jeu, j'ai deux images en tête. C'est le personnage de la Death Watch, Artemis et Eisenhorn. Et voilà. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui représente l'Inquisition mieux qu'Eisenhorn dans 40 000... Et en plus, là, c'est vraiment le Eisenhorn chauve en fin de carrière avec les démons et tout ça. Effectivement, qui est passé d'une extrême à l'autre. Et parce que l'idée à l'origine, c'est que Eisenhorn, à la base, c'est un roman qui n'a été écrit que pour soutenir Inquisitor en tant que bouquin. C'est Hamnet qui l'a pitché et je pense du coup il avait une idée. Mais il a complètement envoyé cette balle en dehors du stade, comme on dit, à l'américaine. Mais effectivement, il a fait ça très très bien et c'est devenu, comme tu dis, un super représentant de l'Inquisition dans toutes ses contradictions. Et effectivement, je pense qu'à l'époque, il y avait une vraie hype là-dessus. Et tu vois, d'un coup, on avait eu un premier codex qui s'appelait du coup Chasseur de démons, qui faisait des chevaliers gris, là aussi une armée de l'Inquisition. C'était pas un chapitre Space Marine à proprement parler, c'était vraiment... utiliser quelque part un peu la technologie des chapitres Space Marine au service de l'Inquisition. Ensuite, on a eu les chasseurs de sorcières avec les sœurs de bataille. Et là, pour moi, c'est vraiment l'époque où j'ai commencé Warhammer 40 000. Et c'est là où moi, j'avais l'impression, même à un âge où je comprenais pas exactement toutes les subtilités de 40 000, que c'était l'armée de gens pointus, tu vois. Sœurs de bataille, c'est quand tu avais fait tous les autres armées, que tu avais peut-être joué à Inquisitor, que tu connaissais un peu tout le lore autour de l'Inquisition et que tu kiffais ces figurines, qu'elles étaient extrêmement rares, quoi, quelque part, parce qu'on les trouvait très peu en magasin.
on les voyait très peu parce qu'elles coûtaient très cher. Elles coûtaient très cher, il y avait pas beaucoup de modèles, donc c'était un vrai projet à long terme et ambitieux de se faire une vraie armée. Et puis c'était pas très pratique à peindre pour les jeunes qu'on était, peindre du métal, moi je sais que ça me faisait peur. C'est-à-dire que les unités en plastique commençaient à se développer vraiment, il commençait à avoir des kits en plastique bien, par exemple comme le kit des Berserk de Korn qui est encore d'actualité. Oui. Mais voilà, c'est le moment vraiment où le plastique s'est vraiment imposé comme le matériau de base vraiment pour faire une armée à Warhammer 40 000 et le métal était relégué à ces petits kits d'amélioration et au fur et à mesure a disparu, a été remplacé par la résine plus tard. Bien sûr, donc les temps changent et les sorts de bataille du coup aussi. D'ailleurs, en fait, Games Workshop n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'hype puisque le 3e codex qui aurait dû être chasseur d'extraterrestres, donc sûrement la Deathwatch, donc la Deathwatch avec l'Ordo Xenos n'est jamais sorti, ce qui est un petit peu dommage. Mais du coup, en fait, cette approche-là a été légèrement abandonnée, un peu réintégrée différemment dans le lore. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont assez fans du côté mélange Inquisition-Église parce que les deux vont finalement de pair. Depuis 2019 et la nouvelle gamme, on est revenu à un modèle plus proche de l'Église que de l'Inquisition et il faudrait presque aujourd'hui avoir un codex Inquisition pour incarner la partie manquante, enfin le membre qui a été un petit peu amputé à cette armée. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement le lore et du coup la gamme des sorts de bataille a beaucoup évolué, surtout récemment. Puisque depuis 97, il y avait eu très peu de figues. Il y avait eu donc les figues qui ont accompagné la sortie en 2003 du Codex Chasseur de Sorcières. Et derrière, il y avait eu rien du tout. C'est-à-dire que c'est une armée mourante. C'est une armée qui a même fait l'objet de mèmes au moment où Games Workshop s'est mis à attaquer et à prendre les réseaux sociaux à bras-le-corps. Donc c'était quand même assez tardivement. Mais je me souviens quand ils faisaient leur première vidéo un peu gag sur on va avoir un Primarch en plastique. What's next? Plastic Sister of Battle en rigolant, tu vois. Et même à l'époque, c'était encore un mème et on s'était peut-être dit qu'on ne verrait jamais ces sorts de bataille arriver en plastique. Mais, tant bien que mal, entre 2003 et 2019, on a eu cette traversée du désert, à une exception près, qui est, du coup, JB. La chanoinesse, je crois que c'est comme ça qu'on le dit en français maintenant. Ouais, c'est ça. Véridiane, donc qui était la figurine qui était sur la couverture du premier codex de John Blanche, donc avec vraiment cette coupe au carré blanc, le bolter, l'épée et l'armure assez ornementée et ses boobs en squelette. Effectivement, donc très typique du style de John Blanche et très typique des sœurs de bataille de l'époque 90s, mais effectivement petite traversée des déserts quand même pour nos sœurs de bataille. Parce qu'en plus je crois que c'est juste une figue qui accompagne c'était l'époque, ça devait être la fin de la V6 je crois, ou de la V7. Et c'est il y avait des espèces de micro-codex qui sortaient, des codex genre de 30 pages avec 2 datasheets dedans. Oui, c'est ce genre de truc. Et effectivement, à l'époque, je pense que c'était quand même... Je jouais plus à l'époque. C'était quand même un prototype pour ce qu'on a aujourd'hui, quasiment tous les ans. Une figue qui est un peu nostalgique, qui fait écho à une couverture ou à un roman. Et c'était un petit peu le début de ça. Et effectivement, je pense qu'à l'époque, tous les joueurs sortent de bataille ont dû se dire ça y est, ça commence. Ça y est, ça arrive. Et ça en arrive, fait, ça a mis quand même 3 ans. Ils ont dû attendre 3 ans pour que ça arrive pour de bon. Même si, du coup, à la fin de la V7, mais c'est un peu le début de la V8 aussi, c'est-à-dire quand le lore commence à évoluer et avec la réincarnation ou plutôt le retour de Guilliman, on avait une nouvelle Sainte Célestine en plastique et ses 2 gardes du corps. Donc là aussi, 3 petites figurines. Un petit peu à poser des pions petit à petit. Mais là, du coup, figurine en plastique, parce que celle d'avant était en résine. En plastique, effectivement. Donc, première figurine officiellement sœur de bataille en plastique. Depuis, du coup, quasiment toujours, si on compte que l'infanterie. 25 ans. Donc, assez fou quand même comme parcours pour une gamme aussi emblématique. Ouais, on parce pourrait croire qu'elle a vécu très longtemps, mais en fait, mais ça a toujours fait partie du lore, ça a toujours été là, ça a toujours été quelque chose que moi je l'ai toujours connu, tu vois. Pour moi, ça a toujours été important, mais c'était, comme je disais tout à l'heure, l'Arlésienne, quoi. Ouais, l'Arlésienne. Ça sortira un jour. Mais c'était faux. C'était faux. Jusqu'à, bam, 2019. 2019, donc juste avant, du coup... fin de la V8. Fin de la V8, ouais, tout à fait. Ça doit être la dernière armée, ça doit être le dernier codex de la V8. Il me semble que c'est le dernier codex avant Psychic Awakening, parce que c'était la boîte en fin d'année et tout. Et effectivement, retour avec d'abord ce kit collector. Je vais éviter de dire boîte parce qu'il paraît que mon accent est désastreux. Je le dis en haut gothique, d'accord. Mais peu importe, du coup, dans ce set, on retrouvait quand même
enfin les sœurs de bataille en plastique, avec des réincarnations en fait des unités emblématiques. Toutes les unités classiques qu'on avait en métal ont été refaites là. Et du coup, ensuite, on les a vus apparaître en multi-kit dans la foulée avec le codex. Et 2 ans plus tard, l'année dernière, en 2021, une seconde vague qui a un petit peu complété la version V9 du codex avec des unités qui cette fois là sont des unités souvent inédites qu'on n'avait pas vu dans les 2 incarnations précédentes, ce qui était plutôt cool, même si pour ma part je les trouve assez décevantes, mais on reviendra dessus. Qu'est-ce que aujourd'hui t'inspire cette gamme JB, parce que elle est quand même quasiment intégralement en plastique. On a encore 2-3 exceptions qui sont par exemple les Crusaders, les assassins cultistes de parc et ce genre de choses, les prêtres. Et ça c'est des reliquats de reliquats, tu vois. Effectivement. Je sais même pas si si c'est intéressant à jouer, tu vois, des figurines comme ça, parce que je pense qu'elles existent là parce qu'ils ont encore les moules et qu'ils en ont produit quelques-uns, mais si ça passait en vous pouvez plus les acheter, je pense que ça ne dérangerait personne, quoi. Effectivement, mais c'est vrai que techniquement ces sœurs de bataille défendent l'église, donc avoir des prêtres qui du coup sont cette fois des hommes, etc., c'est quand même assez cool. Bref. Non, moi ce que j'aime bien dans la gamme, ouais, si on peut embrayer là-dessus. On peut embrayer sur la gamme. J'allais te demander ce que t'en penses. Donc voilà. Je suis pas un méga fan de l'esthétique de base de la sœur, vraiment le côté la boobs plate, la coupe de cheveux au carré, ou même les masques que je trouve pas hyper bien, et la bure, machin. Par contre, faut reconnaître un truc, c'est qu'ils ont elles ont des personnages qui sont trop bien. Il y a une vraie personnalité dans chacun des personnages, et on retrouve ce côté ordre dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a des personnages non combattantes. Et ça se voit, ça se ressent, elles ont des looks et des designs de non-combattantes, et je trouve que ça c'est hyper bien dans la gamme. Ouais, ça ramène un petit peu de diversité. Je suis d'accord avec toi, moi je suis pas forcément le plus grand fan de cette esthétique. En fait, ce qui je pense a joué en défaveur, là les gens vont se dire ils sont chiants, en fait ils aiment pas Warhammer 40 000, parce que si vous aimez pas cette esthétique, ceci, cela, je vous entends déjà taper vos commentaires, mais calmez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même une gamme qui a eu 25 ans pour se réinventer, et à quelques exceptions près, ne s'est pas réinventée. C'est-à-dire qu'elle a misé sur la nostalgie. On l'a vu aussi récemment avec les Black Templars, et je crois qu'on faisait déjà cette même observation. C'est qu'on s'est dit, waouh, le jour où ils vont combiner ceci, cela. En fait, ils ont refait parfois à la pause près mêmes à figues. l'identique, les choses qu'on avait il y a 20 ans. Voilà, donc c'est une sorte de mise en échelle. C'est un globe qui est tout à fait appréciable. C'est toujours plus facile de travailler le plastique, etc. Mais il y a vraiment un truc une gamme qui n'a jamais su me surprendre ou repousser un petit peu l'esthétique dans des directions plus originales. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes. T'en parlais un petit peu en off avant qu'on commence ce podcast, mais notamment les visages des sœurs de bataille. C'est-à-dire qu'il y a des visages qui sont blessés, il y a des body types qui sont un petit peu différents, il y a des coupes de cheveux qui sont différentes, et il y a moins ce côté fantasme, tu vois, de la nonne en armure. Si vous prenez le codex Chasseur de sorcières de 2003, les membres de l'Inquisition sont terrifiants. Ils sont affreux, ils ont des bioniques, ils ont des choses comme ça. Par contre, les sœurs, elles ont toutes des visages de pin-up. Ouais, il y a un côté pureté voilà. Et poussé au maximum, quoi. Ce qui a été fait au codex V8 et codex V9, c'est que ils n'ont pas hésité à, attention, le terme magique, à les grimdarker, dans le sens où elles ont des cicatrices, elles ont des balafres. Il y en a certaines qui ont un œil aveugle, donc avec la paupière toute blanche et tout ça. Donc, ils sont allés dans une direction qu'on n'avait pas encore vue avec ces personnages-là, en les traitant comme les autres personnages de l'univers 40 000, avec la même esthétique que le reste de l'Imperium. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Ça a évité ce côté, regardez, c'est des filles, on va les faire jolies. Non, c'est des guerrières, elles ont des gueules de guerrières. Ouais, en sachant que les gueules classiques existent toujours, elles n'ont pas disparu, et puis il y a toujours aussi les casques. En fait, l'esthétique de base n'a pas été changée, mais c'est vrai que les petits éléments qui lui ramènent un peu plus de saveur ou qui la modernisent n'ont pas été très nombreux. Si on les compare, par exemple, je sais pas, à des Space Marines, et la comparaison, on va la faire maintenant, et on va la refaire sans doute plus tard, mais si tu regardes les Primaris, ils ont amené, on le disait dès notre deuxième épisode, un côté SF et un côté militaire à une gamme qui était très gothique, par exemple. Et maintenant, on revient petit à petit au côté gothique. Mais les gens ont pu choisir. Je pense que là, les sœurs de bataille, moi, j'aurais aimé peut-être voir d'autres choses de cette gamme. Et au contraire, on m'a dit, en fait, on va déjà les mettre à l'échelle et en plastique et faire des beaux kits.
et ils sont très chouettes, mais à aucun moment j'ai été vraiment surpris par ce qui a été proposé. Je pense que le kit qui m'a le plus surpris, c'est au final le kit Kill Team qui est sorti récemment, où on a les espèces de scouts sœurs de bataille les apprentis, qui ont une silhouette un peu différente, parce qu'elles n'ont pas une armure complète. Elles n'ont pas une armure complète, et pour revenir vite fait au niveau du lore, c'est des sœurs qui en fait n'ont pas encore choisi leur ordre. Justement, ouais. Et du coup, elles sont novices, elles n'ont pas la même armure, elles ont plus de tissu et plus de bure. Mais par contre, si vous regardez les figues, bah, vous voyez très bien quelle sœur va plus tard devenir une Repentia, quelle sœur va devenir une, je sais plus, Casti, machin, Rétributor, une Synchro-Sainte, voilà. On voit vers quoi elles tendent. Je trouve que c'est un bon exercice de modélisme, tu vois, de dire, ok, c'est pas encore l'unité accomplie, mais c'est quelqu'un qui est en devenir. Moi, j'avais un problème avec ce kit, en fait, sur le choix de couleur de la box. Je trouvais qu'il était pas joli. C'est pour ça que je les ai un peu regardés du coin de l'œil au début. J'étais pas terrible. Et quand je les ai vus peintes avec des couleurs un peu plus proches de ce qu'on a l'habitude de voir dans les sœurs de bataille, elles sont vraiment très, très bien. Elles sont assez jolies. Ce que je trouve un peu décevant aussi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les véhicules. Oui. C'est qu'on est encore sur, c'est un châssis de Rhino avec des trucs posés par-dessus. J'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu plus loin et qu'on ait un véhicule propre aux sœurs de bataille. D'autant que ça reste des kits qui sont extrêmement chers, je trouve, par rapport à leur taille. Parce que c'est le kit de Rhino de base. C'est un châssis de Rhino. Sur lequel ils additionnent des espèces de plaques de blindage et des armes, bien sûr. Mais je crois que c'est près de 70 balles. Je crois que c'est 67 €. 67,50 € ou 62,50 € en fonction du modèle. Donc c'est quand même. T'as l'impression de payer deux chars pour un truc qui est l'esthétique enfin, qui est pas tout à fait propre à ton armée. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est un peu embêtant, quoi. Tu te dis en fait s'il avait pas tous ces détails, ça serait un Rhino Space Marine. Surtout on en parle rarement des prix, même si c'est déjà arrivé qu'on vienne là-dessus. Moi, ça me dérange pas que payer des nouveautés un peu plus chères, parce que tu te dis qu'il y a de la recherche, il y a de la R&D, il y a eu des sculpteurs qui viennent de travailler dessus, machin. Quand là, la moitié du kit que tu achètes, c'est une grappe de Rhino qui date de 2005, t'es un peu en train de te dire, les gars, vous pourriez faire un effort là-dessus, elle a été rentabilisée, la gamme. Parce que 70 €, moi je trouve que quand on approche 70 €, c'est psychologique, mais pour moi 50 €, c'est genre à peu près un truc d'une figue un peu normale, tu vois, genre, et en fait 67 € quand c'est des chars pas super lourds et qui sont un peu assez importants dans ta liste d'armées, je trouve ça bizarre. Bon, là on mélange prix, gamme et style de jeu. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, elle est un petit peu décevante aussi, cette gamme. C'est qu'elle coûte quand même très cher à faire. Et pour en plus appuyer, alors maintenant, on a le kit Kill Team qui nous permet de jouer des novices, mais le kit de base est excellent. Et en fait, moi, c'est là où moi-même, tel Warhammer 40 000, je rentre dans mes contradictions. C'est que j'ai souvent dit ici, et je le redis encore, que si le kit de base n'est pas bon, je ne peux pas me lancer dans une armée. Mais ce kit est tellement bon qu'il sert à 3 unités différentes. Base pour faire 3 unités. Et du coup, c'est vrai beau kit d'infanterie. Très beau kit d'infanterie, mais du coup très répétitif si tu joues vraiment ces 3 unités là. Alors après, il y a moyen d'aller chercher, si t'es pas un gros bill, de la diversité. On a les sœurs Repentia qui du coup sont à moitié à Walp avec leurs épées tronçonneuses. On a les arcoflagellants, on a des exo-harnais. Maintenant, on commence à avoir quand même pas mal de choses qui te permettent d'avoir une armée sœur de bataille qui n'est pas que de l'armure énergétique et du corset, mais encore une fois, je trouve que ça va pas forcément chercher très loin, et j'attendais beaucoup de cette deuxième vague de 2021 en fait, notamment parce que la 2019 s'était permis de capitaliser sur une esthétique qu'on connaissait déjà, et moi à leur place j'aurais pas réinventé l'esthétique des sœurs de bataille, mais j'aurais dit voilà, la première partie, vous allez voir, ça va être très classique, c'est la nostalgie, vous connaissez, regardez, on le refait bien. Par contre la deuxième partie, on en voit quelque chose de nouveau, tu vois. Et au final, la nouveauté, si je suis pas fou, il y a eu les exosquelettes. Ouais. Et celle avec les boucliers. Ouais, les sacro-saintes. Les sacro-saintes. C'est quand même, on va dire, un peu léger, d'autant que... Et Morenval. Moi, je la mets dans les... Oui, tu la mets dans les exo-harnais. On parlera d'elle tout à l'heure. Moi, globalement, autant les sœurs avec les boucliers, les sacro-saintes, elles sont assez proches des autres, donc je trouve qu'elles s'intègrent bien et tout ça. L'exo-harnais, j'ai du mal en fait avec le design global de la figue. On met les pieds dans le plat, du coup, moi c'est vraiment ça qui m'a beaucoup déçu. Je pense que j'avais hésité pour mon armée V9, KO ou sœur de bataille. Et quand j'ai vu les exo-harnais et que ça faisait quasiment 1 an que je faisais du KO, j'ai pas regretté. Parce que je me suis dit, moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient une unité de cavalerie. Notamment parce que les Space Marines étaient de retour à moto, et je me suis dit ça serait bien qu'ils refassent un peu toutes les unités de cavalerie qui commencent à être un peu vieillottes par rapport aux nouvelles échelles, etc. Et j'avais vu un dessin qu'avait fait un type et ça l'avait vraiment mis en tête. Alors
c'est pas du tout un reproche contre GOE, mais c'est vrai que son dessin était ultime. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il avait fait une unité de cavalerie qui ressemble à une espèce de roue de machine de siège médiévale. Donc c'est un peu, tu vois, la moto qu'a Grievous dans l'épisode 3 de Star Wars. Une moto Skaven, quoi. Une moto un peu Skaven, mais beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, et donc que tu rides vraiment comme une sorte de moto en fait. Et du coup, elles avaient une espèce de lance complètement invraisemblable. Enfin, c'était vraiment très 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 classe quoi. Et je me suis dit ah ouais, c'est dingue, tu vois. Je trouve ça vraiment esthétiquement, je trouve ça vraiment trop bien quoi. Et je me dis c'est sûr ils vont faire ça, tu vois. Ou alors ils vont trouver tu vois un autre modèle de cavalerie parce que bah du coup on a déjà des chevaux dans la garde, on a des motos, donc ils vont trouver autre chose. Et au final l'exo-harnais, ils ont fait des marcheurs. Voilà, et c'est pas vraiment un marcheur en mode véhicule, c'est plus une sorte de paladin. Enfin, il a l'esthétique, tu vois, avec limite tu pourrais les voir avec un gros bouclier, ça choquerait pas. Et il y a vraiment un truc dans la silhouette que je n'arrive pas à aimer. Je les trouve à la fois frêles et bulky en fait. Je sais pas comment dire. Ils ont vraiment, il y a un truc qui me revient pas. Sur Morenval qui est un peu du coup qui est une seigneur de Terra, c'est quand même assez particulier. C'est un peu leur figue Primark parce que maintenant chaque armée a besoin de sa figue ultra forte, ultra badass et qui complète n'importe quelle collection la sublime. Et ça c'est très très cool. Mais du coup, Morenval, pouvoir jouer une seigneur de Terra, c'est génial. Et en fait, le fait qu'elle ait une espèce de bure sur son exo-harnais rend la figue beaucoup plus dynamique et cache un peu son côté frêle. Les autres ne l'ont pas. Ça change un peu la silhouette. La silhouette. En plus, elle a une pose ainsi un peu plus dynamique avec le fameux Tactical Rock qu'ont tous les héros à Warhammer 40 000. Et puis peut-être aussi, moi je ne l'ai jamais vue en vrai, celle-là. Je la vois juste en photo. Le fait qu'elle soit en doré alors que les autres sont en noir, peut-être que ça joue aussi dans l'impression du design. Mais c'est vrai que cette deuxième vague de sœurs, on a été tous les deux un peu déçus en disant ah bah ok, ils ont capitalisé sur la nostalgie, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme nouveauté pour peut-être faire un parallèle avec une autre armée Imperium qui s'est développée très vite sur quelques années, qui est le Mechanicus. Le Mechanicus, on a vu très vite l'armée partir dans des directions différentes. Et là, maintenant, on a vraiment une gamme qui est complète avec on a de la cavalerie, on a des marcheurs, on a des figurines volantes, tout ça. Ah, t'as tout. J'espère qu'il y aura une troisième vraie vague pour les sœurs de bataille et que ça développera un peu plus l'armée en proposant plus de châssis en fait, plus de design. Ouais, parce que sans être aussi raté que par exemple les Centurions chez les Space Marines ou le Nemesis Knight chez Chevalier Gris, moi je trouve qu'ils ont quand même un gros syndrome du game. C'est vraiment un problème avec les exo-harnais. À chaque fois, je les trouve affreux en fait. À part c'est un Dreadnought caché, mais j'allais dire l'Invictor. Tu sais, le Warsuit des Space Marine Phobos, là, je le trouve vraiment magnifique. Mais en fait, parce que c'est un Dreadnought Tactical. Oui, c'est ça, c'est un Dreadnought Tactical. Mais là, en fait, je le trouve vraiment bizarre. Et je trouvais ça intéressant quand même de dire l'armée, dans son ADN, il y a les marcheurs. Parce qu'il y a ces machines de pénitence qui sont affreuses, où il y a du coup des mecs qui essaient de se repentir, qui sont branchés à une machine qui les fait souffrir, mais qui en même temps les force à aller combattre. Enfin, c'est vraiment un truc assez dégueulasse, avec du coup un mécanisme très rudimentaire. Ils en ont même fait une variante qui est encore plus crado, où c'est genre un cercueil enfin c'est ces espèces d'outils de torture en fait. Tu fais une transition géniale parce que moi c'est mes figues préférées de la gamme. Bah ouais. Mais parce qu'en fait, tu vois, c'est des marcheurs. Il y a à la fois des bons marcheurs et des mauvais marcheurs. Le bon marcheur il marche, le mauvais marcheur il marche. Ce que j'aime bien dans ces figues là, c'est que ça revient un peu plus à l'esthétique du fameux codex Chasseur de sorcières de 2003, où quand tu vois les illustrations, et ben en fait l'armée elle est terrifiante. Ouais. Et il y a certaines figurines, les arcoflagellants sont un peu dans la même vague, ils sont terrifiants. Ce que je trouve un peu dommage avec les nouveaux codex, c'est que les illustrations sont un peu plus clean, même si ça va. Mais par contre, quand tu lis le lore et quand tu lis un peu l'histoire de la faction, elle est vachement plus monolithique en fait. Elles sont vraiment orientées sur la foi de l'empereur et c'est jamais vraiment présenté comme quelque chose de mauvais. C'est présenté comme un dogme religieux extrême, mais tu vois jamais en fait la perversion que ça peut créer visuellement. Elle t'est jamais montrée. Mais je pense que c'est ce que ramenait l'Inquisition dans le côté chasseur de sorcières, c'est-à-dire peut-être que ces femmes-là croient
on va dire, dur pour faire qu'elles font le bien, alors qu'en fait elles le font alors pas. Qu'elles sont au service d'hommes ambitieux, tu vois, retors, et qui se font la guerre entre eux, tu vois. Et c'était ça qui était intéressant, parce qu'il y avait une sorte de contrepoint qui n'existe plus trop aujourd'hui, surtout quand t'as du coup l'armée qui est dirigée par une seigneur de Terra. En fait, du coup, t'as carrément une espèce de primarque au féminin. C'est hyper cool. La figue, moi, je la trouve hyper bien. Mais effectivement, je trouve qu'il y a un côté un peu, comment dire, le cul entre deux chaises dans cette nouvelle incarnation de la gamme et du lore. Où je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, je crois que c'est le cas de Charles qu'on salue, que lui il n'aime pas du tout l'idée que les sœurs de bataille ce soit le bras armé de l'Ordo Hereticus, ou que les chasseurs de démons ça soit en fait les Grey Knights ça soit vraiment eux aussi des inquisiteurs entre guillemets. Mais moi j'aimais bien ce truc là, et même j'ai grandi en lisant Démonifuge, et où tu sais t'as les inquisiteurs qui se raffrontent avec leur propre chacun leur propre armée de sœurs de bataille, etc. Parce qu'encore une fois, ils peuvent pas avoir leurs hommes en armes, donc ils sont obligés un peu de passer par elles. Il y avait vraiment effectivement un côté à la fois fascinant et révulsant. Et je pense que ça marchait bien aussi, cette esthétique de t'as les meufs hyper angéliques d'un côté, et à côté de machines dégueulasses avec des gars qui sont crucifiés dessus et tout, tu vois. Et il y avait un truc qui marche bien. C'est sympa de ramener du Grindarch chez les sœurs de bataille, mais derrière, si tu gardes leur foi intacte, c'est pareil, il y a un côté en mode, c'est de nouveau déséquilibré d'une autre manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, il manque une pièce encore. Il manque un truc. Tu t'as enlevé quelque chose et tu l'as pas remplacé. Ouais, comme tel, ou avec autre chose de comparable. Et je pense que c'est ça qui me gêne, et même si avant de préparer ce podcast et d'en discuter avec toi, j'avais pas forcément mis le doigt dessus, c'est effectivement d'un point de vue modéliste. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais dans la vague 2, mais surtout je pense qu'il y a un truc de ah ouais, ma vision elle est quand même vachement plus proche du côté inquisition, c'est-à-dire oui les sœurs de bataille sont là, mais il y a un prêtre dégueulasse qui traîne des machines derrière elle, un inquisiteur et ça qui a lui-même, tu sais, peut-être des démons en capture, qu'il a une chanoinesse, mais il y a aussi peut-être des humains, tu vois, des troupes de choc de l'Inquisition, ou je sais pas quoi, même un Space Marine avec lui. On est quasiment dans un truc très proche de ce qu'on racontait, c'est sur l'esthétique Rogue Trader, où tu sais, du fois, tu vois même des Eldar avec des Rogue Traders. Et moi, je trouve que cette faction-là, surtout qu'elle était très peu présente sur les tables de jeu, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle vivait dans ma tête comme ça, en fait. Et quand la gamme te la armée, te la réarmer en fait, parce que c'est ça, ils ont dit voilà, en fait maintenant c'est une armée à part entière qui défend l'église, et voici en fait les moyens de l'église, et les moyens sont assez terribles, parce qu'effectivement putain, les mecs ont v'là le matos quoi. Mais par exemple une figue qui, moi je trouve, est une énorme figue et correspond tout à fait à ma vision de ce qu'est la gamme, enfin ce que j'aime dans la gamme, et comment je la prolongerais, c'est le Triomphe de Sainte-Catherine. Parce que tu vois, c'est une figue massive, c'est un diorama transformé en figue. Et là, tu vois, t'as des chérubins, tu regardes les sœurs de bataille, elles ont le visage caché, donc tu te demandes un peu quelles esthétiques elles ont. Il y en a une qui est héroïque avec son bouclier devant, etc. Qui ouvre un peu la marche, mais les 4 autres qui sont derrière avec des reliquaires. Tu vois, je trouve ce côté procession mortuaire beaucoup plus fort que Morenval. C'est-à-dire que Morenval, c'est badass. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté justement un peu bizarre et fascinant. J'ai pas été éduqué dans une famille très religieuse, mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé impactant la gamme sœurs de bataille par rapport à ça. Tu sais, ce côté, quand tu rentres dans une église, tu sais pas vraiment si tu devrais avoir peur ou si tu devrais te mettre à genoux. Enfin, tu sais, il y a un truc un peu bizarre. T'es censé adorer, mais en même temps, ça te fait peur, tu vois. Et les sœurs de bataille, c'est ça. Moi, si j'étais un pauvre garde impérial, je les vois arriver et je fais... Elles sont dans quel camp, tu vois, genre est-ce qu'elles vont me reporter parce que j'ai pas cité mes prières ce matin avant de tirer sur l'hérétique, ou est-ce qu'elles sont vraiment là pour être angéliques, sauver la bataille avec leur putain de gros harnais et tout. C'est sympa, ça pousse dans une direction qui était assez inattendue, mais peut-être pas aussi cool que je l'aurais imaginé, tu vois. Je pense que quitte à faire des gros mechas exo-harnais, j'aurais peut-être foutu une Repentia complètement folle dans une machine avec une énorme épée tronçonneuse ou quelque chose. Bon, alors on est très proche, on est très proche de ce qui se faisait déjà avec du coup les machines de pénitence et leur version. Je crois que les versions Mortifiers, du coup, je crois que c'est des sœurs de bataille à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Non. Quoique, ça a l'air des... Ouais, je sais plus. Je crois qu'en fait, les machines de pénitence, c'est vraiment pour, on va dire, le civil de base qui foutent dessus. Mais je crois que les Mortifiers, c'est des sœurs de bataille. Elles ont un côté plus... Il y en a une où il y a une vierge de fer qui est quand même accrochée dessus, donc j'imagine que... Mais il y a pas mal de détails un peu dégueux, hein. Il y a aussi, tu sais, était sorti quand même dans la deuxième vague 2-3 persos, notamment l'espèce de chapelain équivalent
pour les sœurs de bataille. Et tu sais qu'il y a cet outil de torture complètement horrible que les gens avaient repéré sur la figurine. Je vous laisserai aller chercher, ça s'appelle une poire, je crois. Et là, du coup, sur elle, c'est la sœur Dogmata. Il me semble que c'est elle qui a ce détail-là. Et il y a vraiment des trucs, effectivement, assez dégueux quand même dans la gamme de temps en temps, mais qui sont un peu cachés. Qui viennent rappeler l'Inquisition, mais la torture médiévale. Et la torture, ouais, comme toujours. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup dans Warhammer 40 000, tout ce qui va s'orienter du côté du body horror et ce genre de choses. Et là, on l'avait en fait avant dans les visuels de la gamme. Ils l'ont enlevé. Est-ce que c'est pas pour le ramener plus tard, le ramener après Je trouve qu'ils l'ont enlevé. J'espère. Il est peut-être pas forcément au premier plan, mais les Repentia, elles existent toujours. Il y a quand même les machines de pénitence. Ouais, mais les arcoflagellants, ils existent toujours. Oui, mais je trouve que c'est moins. En fait, ça a l'air moins important. Je sais pas, dans la gamme, je trouve que c'est moins mis en avant. Ouais, c'est moins... possible. Bah, en fait, c'est surtout... Ils sont là parce que c'était emblématique et iconique. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils auraient vraiment développé s'ils l'avaient fait from scratch, on va dire maintenant. Ouais. Je suis pas sûr. Parce que je trouve qu'elles sont en fait un peu trop héroïques maintenant. Pour moi, les sœurs de bataille, un peu trop monolithiques dans ce côté, effectivement, la foi vient tout sauver. Il y a moins de nuances, je pense, au sein de la gamme. Voilà. C'est globalement une esthétique qui me parlait pas trop dans sa facilité à faire du gothique. J'aimais bien qu'ils le tordent un petit peu avec regardez, on va vous montrer les horreurs de l'église catholique et on va les mettre dans la gamme. Là, elles y sont un peu moins. Ouais, je pense qu'il faut les chercher. Après, c'est vrai que la gamme s'est quand même beaucoup développée sur l'aspect sœur de bataille et je pense moins sur ce côté un peu comment dire, si vous ouvrez le codex chasseur de sorcières, il est facilement trouvable d'ailleurs sur internet, vous allez vite tomber sur 3 listes d'armées qui en fait vous permet soit de jouer l'Inquisition, soit les sœurs de bataille, soit mieux un mélange des deux. Et en fait à l'époque c'était vraiment pensé pour faire le mélange des deux. Ouais, je pense que esthétiquement c'était ça, c'est ça sur la couverture où tu as un inquisiteur qui est à côté d'une chanoinesse et il y avait cette idée d'une armée très, très multiple dans les personnages qu'on y rencontrait. Et ce que moi je trouve assez fascinant par exemple avec le culte Genestealer où effectivement il y a des marqueurs esthétiques qui sont communs mais tu as des gabarits différents, des fonctions différentes et tu as le côté civil qui ressort et c'est plutôt très cool. Je pense que là ils ont beaucoup poussé le côté très armure énergétique, en fait un peu. Alors, est-ce que c'est le moment où on drop le principe des Space Marines femmes parce que ça donne un peu l'impression qu'ils ont vachement développé ça. De toute façon, il faut qu'on vienne à ça. C'est que je pense aussi qu'une des raisons pour laquelle l'armée a repris de l'importance ces dernières années, et pourquoi les sœurs de bataille sont par exemple dans le trailer de la V9, c'est tout simplement parce que là, en plus, Géoé l'a plus ou moins acté via des lignes dans le bouquin de Lorus Hérésie qui sont... pas très glorieuse, que uniquement des hommes pouvaient être des Space Marines. Avant, ça avait toujours été suggéré, mais là, ça a été marqué plus ou moins noir sur blanc. Donc, ils ont besoin d'avoir un penchant féminin, et en tout cas des personnages féminins à mettre en avant du côté, et pas que de la garde impériale, parce que pour l'instant, c'était un peu que ça. Leur soupape, tu vois, c'était regardez, mais il y a des femmes dans la garde impériale. Non, maintenant voilà. Oui, il y a les Space Marines, il y a les sœurs de bataille. Les femmes dans la garde impériale, il y en a 2. Il y en a 2 quoi. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont remises en avant. Faut pas se mentir, hein, c'est important pour l'image de la marque. Pour sa démographie. Voilà, d'avoir de la parité, de présenter des personnages masculins et féminins. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il y aura une 3e vague et je pense que la gamme va pas s'arrêter là. C'est appelé à devenir, je pense, une armée importante et je pense qu'il va y avoir une sorte de trinité sur le côté impérial avec les Space Marines, les sœurs de bataille, la garde impériale, voire peut-être même le Mechanicus. Tu vois que ces 4 armées vont un peu évoluer maintenant, les 4 un peu ensemble, pour présentant chaque fois un penchant différent de l'Imperium. Je comprends aussi, tu vois, du coup, s'ils en font ça, pourquoi ils enlèvent les inquisiteurs derrière, que ça soit pas les frêles guerrières qui sont contrôlées par le méchant homme dans le fond, tu vois. Politiquement et en termes d'image, je comprends pourquoi ils vont dans cette direction-là. Pourquoi ils vont dans cette direction-là. Moi, j'espère juste que la gamme va se développer, qu'on va avoir de nouvelles figues et peut-être des figues qui me parleront un peu plus que celles qu'on a maintenant. Mais est-ce qu'il faudrait pas, du coup, amener la gamme vers un truc codex ecclésiarchie, en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quitte à pas lié à l'Inquisition, montrer qu'il y a aussi des personnages, et c'était le cas à un moment, à l'époque du chasseur de sorcières, mais il me semble que tu pouvais juger, enfin tu sais, t'avais un mec qui était sur j'ai perdu son nom, mais tu sais, qui était sur une espèce de trône, Dreadnought, c'était un inquisiteur lui, ou c'était un espèce de super prêtre, je sais plus.
Comment il s'appelle? Attends, si, je vais retrouver Karamazov. Karamazov, ouais, c'est un inquisiteur. C'est un inquisiteur. Ok, ouais. mais tu vois, on pourrait facilement imaginer reprendre un peu cette esthétique-là et imaginer que c'est, je sais pas, le cardinal, tu vois, l'évêque. On pourrait aller vers un codex qui inclut toute la partie foi impériale, mais pas que les sœurs de bataille. Dont les sœurs de bataille seraient peut-être effectivement la partie la plus proéminente, comme tu dirais, je sais pas, la garde impériale. Aujourd'hui, il y a la garde impériale et puis il y a l'élite de la garde impériale avec le Tempestus, tu vois, créer une espèce de codex dans le codex. Ou comme ce qu'ils ont fait là sur les Custodes, de ramener les Sœurs du Silence dans le Codex Par Custodes exemple. et dire voilà, c'est Talon of the Emperor maintenant et on met les deux ensemble. Et Ouais. oui, ça n'avait aucun sens que les Sœurs du Silence soient toutes seules. Bien sûr. Mais ouais, je sais pas, je pense que ça pourrait être intéressant d'aller là-dedans et de ramener en fait, cet équilibre que peut-être on a perdu. Moi, je la trouve assez cool. La gamme, elle a plein de belles possibilités. Il y a des kits comme j'aime beaucoup, qui sont très riches, etc. en termes de bits et de conversion. Le potentiel est assez infini si vous aimez cette esthétique. Et oui, et alors, parce que là, je suis en train de regarder les figurines de l'Inquisition. Oui. Si on ramène l'Inquisition, on ramène les Jokeros. Et effectivement. Donc, ramener l'Inquisition. Et pour ceux qui ne savent pas, les Jokeros, c'est des espèces de singes qui ont des anneaux comme des anneaux de Green Lantern, mais qui sont des armes surpuissantes. Voilà. C'est des orang-outans Green Lantern qui servent en fait de mécano aux gens de l'Inquisition. Et ouais, il y a beaucoup de prêtres. Il y a encore, tu vois, il y a quand même tout ce côté mignon, familier que moi je trouve assez cool dans cette gamme, mais qui ne vit plus trop. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on sent que c'est un peu le parent pauvre de ce codex. Je voudrais pas que ça devienne le parent fort, parce que je pense que les sœurs de bataille ont leur place, tu vois, dans cette gamme, mais j'aimerais bien qu'il y ait un enrobage, un goût un peu différent. Et limite, pourquoi pas, tu vois, accompagner ça d'une série Black Library sur l'âge de l'apostasie et faites un codex Inquisition un jour, un codex Ecclésarchie, un codex Militarum, parce que tu vois, par exemple, avant on disait Garde impériale, bon maintenant c'était aussi pour des raisons de copyright, mais c'est vrai que du coup maintenant Astra Militarum, on comprend que c'est l'armée impériale, tu vois. Et donc du coup je trouvais ça stylé qu'il y a un codex foi impérial, un côté armée impériale, et les Space Marines qui sont toujours de toute façon un peu à part, quoi. Et tu vois, là je suis en train de regarder, j'avais totalement oublié l'existence de cette figurine, mais l'inquisitrice Kira Draxus qui était sortie avec le dragon à la fin V8, début V9, qui était avec son petit dragon, qui a un flingue d'Eldar. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fout là Qu'est-ce qu'elle fout là Et en fait, la fille est sortie et il n'y a rien nu à côté, tu vois. C'est, regardez, il y a une inquisitrice. Mais je sais même pas dans quelle armée tu peux la jouer, je sais même pas qui peut la dans jouer. Dans toutes les armées impériales, mais je sais pas trop. En fait, le problème c'est que du coup, c'est vraiment des armées qui arrivent à la fois de la nostalgie d'une certaine époque, transformé aussi par d'autres jeux, d'escarmouches, de RPG, par ce qu'on voyait dans les jeux vidéo, parce que c'est quand même, les sœurs de bataille quand même assez présentes dans les médias, dans les comics, dans les romans, etc., sans être présentes sur les tables, donc il y avait ce côté un peu dissonant. Et là maintenant elle arrive et on dit ok, c'est une armée de nanas en armure énergétique avec des bolters, et tu fais ouais, donc en fait c'est un peu effectivement on peut pas avoir de femmes Space Marine, donc on a quasiment unité pour unité, on a à peu près l'équivalent, quoi. Et c'est un peu dommage. Même d'ailleurs, les harnais, les Space Marines en ont. Tu vois, alors que ils auraient pu essayer de dire trouver une autre esthétique, je sais pas, mais moi, ça m'évoque quand même beaucoup une esthétique, tu vois, du Moyen-Âge, enfin médiéval, c'est ça que je cherchais. Et je me disais pourquoi ne pas faire des machines de guerre, tu vois, des espèces de catapultes, tu vois, t'aurais fait un espèce de gros œuvre de bélier, tu vois, t'imagines bien le côté guerre urbaine, ça peut fonctionner, tu vois, dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc tu vois, des trucs comme ça, ou même, je sais pas, d'autres trucs qui sont basés autour de la torture pour amener un truc, ouais, c'est quasiment, tu vois, un Talos version Imperium. Bon, tu vas me dire c'est la machine de puissance, mais tu pourrais trouver peut-être d'autres choses, quoi, et les montrer aussi sous un jour un peu plus terrifiant. Ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je dis, moi, j'espère que la gamme va partir dans ces directions-là et qu'elle offrira plus de possibilités. Parce que il y a des trucs à faire. Avec l'Inquisition, il y a des trucs à faire. Ne serait-ce que, juste, en fait, c'est quelque chose qui n'est jamais mis en avant très très peu dans les visuels officiels et tout ça, de nous montrer des armées Imperium cosmopolite, où tu as un peu de Space Marine, un peu de sœurs de bataille, un peu de garde impériale, mais menées par un inquisiteur. D'avoir un peu
cette possibilité et de te montrer ça dans les artworks officiels, dans les White Dwarf, dans des photos de ça, de dire regardez, bah ouais, l'Imperium, c'est pas que une armée, les armées à part, vous pouvez les mélanger, vous regardez toutes les forces de l'armée Imperium peuvent travailler ensemble quand une figurine aussi forte qu'un inquisiteur arrive à les convoquer, arrive à les lier. C'est ça, pour l'instant, on n'a pas trop de support du point de vue du jeu ni de modélisme pour faire ça. Et c'est vrai qu'un codex Inquisition manque, et en tout cas peut-être permettrait justement au codex Sœurs de Bataille d'exister en tant que tel. Parce qu'à la rigueur, si tu voulais vraiment cette armée cosmopolite, elle existerait ailleurs. Aujourd'hui, on l'a enlevée. Et en fait, les gens qui, je pense, voulaient des Sœurs de Bataille seuls parce qu'ils avaient connu le codex 97, ils sont super contents. Les gens qui ont connu le codex 2003, ils attendent la V4 un peu de cette esthétique-là, quoi. Et je pense que ça pourrait arriver. Je pense que c'est surtout que voilà, maintenant que les grandes arlésiennes commencent à être passées, les Sœurs de Bataille en plastique, on a bientôt les squats. Tu vois, par exemple, les squats, moi je me pose la question. L'équipement, c'est une armée qui n'a connu d'incarnation que sous la V2. Maintenant, il y a une nostalgie pour ça. Moi, je sais même pas si les joueurs. Je sais même pas si une nostalgie qui va être vraie, parce forte, parce que ça ressemble pas du tout. Parce que les squats de la V2, c'était des petits moustachus sur des motos, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, on est quand même sur autre chose. On est beaucoup plus proche d'un StarCraft et d'une science-fiction un peu plus américaine, un peu plus récente que cette esthétique anglaise 2080 punk, quoi. Ouais, et si vous nous pardonnez cette parenthèse, c'est peut-être déjà ça qui est intéressant. C'est-à-dire que même moi, si ça me parle pas, je me dis, ça va ouvrir un truc différent dans 40 000. Alors que là, les Sœurs de Bataille sont revenus un peu avec un membre en moins, mais toujours la même armure et toujours un peu le même esthétique. Il y a 2-3 saveurs qui changent, des petites couleurs qui ont été changées, et ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, les kits sont dingues, on va pas vous mentir, hein. Games font les meilleures figurines de monde. Je pense que depuis le temps que vous écoutez Land Raider, vous êtes au courant. Il y a des trucs complètement fous, et notamment du côté des persos, comme le disait la bannière là, la Dialogus, l'Hospitalière, donc qui sont les ordres dont on parlait tout à l'heure. Non, franchement, il y a des très beaux persos. Moi, j'ai juste du mal à me projeter sur une armée complète, en fait. Ouais. Ça fait plus une armée que tu verrais beaucoup à Kill Team, ou ça paraît presque une armée plus d'escarmouche, en fait, Sœurs de Bataille. Mais je pense que c'est parce qu'on a grandi avec le codex où il y en avait chasseurs 5 de sorcières, et voilà, c'est ça. Et t'avais 5 sœurs, et c'était les seuls qui existaient, quoi. Et si t'avais une envie à rajouter à cette gamme, là, comme ça, un véhicule. Quoi, un autre véhicule. Un véhicule qui serait que pour elle. Tu sais que j'étais persuadé, parce qu'un mec les avait convertis, parce que c'était peut-être jouable avec le codex chasseur de sorcières. Il me semble qu'on pouvait peut-être jouer des sentinelles, parce que je me souviens d'un White Dwarf où un mec avait des sentinelles de la garde impériale, mais version Sœurs de Bataille. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est que je ne sais pas si tu te souviens du vieux modèle de l'Immolator, mais il avait une espèce de verrière de chasseur-taille en cercle. Plutôt que d'avoir un vitrail, il avait ça, parce que la tourelle était ouverte complètement. Et il y avait juste une verrière comme ça pour protéger l'opératrice de la tourelle. Et en fait, le mec avait récupéré cette verrière et l'avait mis sur des sentinelles. Impossible de retrouver la conversion sur internet, mais je suis sûr qu'elle est dans un vieux White Dwarf. Faudrait que je la retrouve et que j'essaie de la prendre en photo. Et pour moi, du coup, à un moment, ce kit avait existé. Parce que du coup, je l'ai vu à un moment dans White Dwarf et je me suis dit, ce kit doit exister. Donc il y a des sentinelles. Et tu vois, vu que c'était des kits qu'on voyait pas en magasin, je me disais, oui. C'est de la VPC. Voilà, c'est ça, la VPC en métal. Et en fait, non, ce kit n'a jamais existé. Et j'ai regardé dans le lore, c'est pas marqué qu'elles peuvent prendre des sentinelles, elles n'en ont jamais pris d'ailleurs. Donc je trouve ça très marrant, mais du coup, je me suis dit, ça aurait presque été un moyen intéressant de continuer la gamme, de dire en fait on a recyclé les rhinos, est-ce qu'on recyclerait pas Elles n'ont pas piqué que des trucs aux Space Marines, elles peuvent en piquer à la gare. Ouais, voilà, parce qu'en fait j'imagine que les clésarchies ils n'ont pas non plus des moyens complètement dingues. Mais effectivement, moi je pense que je rajouterais des cardinaux, des prêtres, refaire toutes ces unités là qui peuvent aussi servir pour la garde, pour Kill Team. Je me demande aussi, je me pose la question je crois qu'on appelle ça la frater militia ou les frateris militia, donc en gros les milices de l'ecclésiarchie qui du coup à l'époque de l'âge de l'apostasie s'affrontaient, etc., mais existent toujours. C'est-à-dire qu'en fait ils ont contourné l'ordre en disant attention, pas d'hommes en armes dans votre armée, on met que des femmes, et puis c'est pas une armée, c'est une milice. Donc tu vois, avoir une espèce d'unité de cultiste mais version loyaliste, je trouverais ça super intéressant. Donc peut-être dans un codex Inquisition par exemple, mais je trouve que c'est donc vous avez compris, ce qu'on veut dans l'armée de femmes de Warhammer 40 000, c'est des bagnoles et des hommes. Ouais, voilà. J'adore Fast and Furious. Complètement. Mais voilà un petit peu pour le tour d'horizon sur cette gamme. Peut mieux faire. Voilà. Peut mieux faire. Voilà. Mon avis sur la gamme Sœurs de Bataille, c'est peut mieux faire. Qui est le même que sur la gamme Black Templar. Dans les gammes nostalgiques, c'est à chaque fois peut mieux faire. Ouais, je pense que c'est peut-être pas forcément là où GW fonctionne le plus. Après, nous aussi, on est nostalgique des trucs, on aime bien retrouver les poses de telle illustration ou des figurines de notre enfance, mais quand il y a que ça,
je trouve que ça dessert en fait un peu l'esthétique de 40 000 qui, moi, à l'époque où je me la suis prise en pleine face, ne ressemblait à rien d'autre. Donc en fait, quand 40 000 ressemble à 40 000 et va pas pousser le curseur un peu plus loin, c'est dommage. Et une des réussites de la V9 et de ses codex, c'est par exemple d'avoir effectivement défiguré, j'utilise le terme, les sorts de bataille, les rendre moins angéliques sur les illustrations. Et de manière générale, en fait, toutes les illustrations qui sont créées pour la V9 remontent des trucs qui sont pas forcément les figurines. Donc là, je déteste ce mot, mais on challenge, on pousse un peu plus loin le curseur. Il y a aussi un truc qui est un détail anecdotique, mais qui est hyper intéressant, c'est qu'elles ont aussi dans le codex, dans les illustrations, des carnations de peau différentes. Oui, bah ouais, voilà. ça maintenant, je pense que c'est un peu obligatoire pour toutes les armées. Je suis quand même content qu'on en arrive là et que malheureusement, faut encore le dire, quoi. Ouais. Bah, je sais pas, c'est l'impérium d'1 million de monde, mais tout le monde serait blanc et toutes les sœurs de bataille seraient méga nebo avec des cheveux blancs. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut quand même un moment se dire, on les peint. Certes, l'argument de tous ces gens, c'est de dire de toute façon tu les peins comme tu veux, mais c'est vrai que pour amener d'autres gens vers le hobby, c'est cool qu'ils voient de temps en temps quelqu'un qui leur ressemble un petit peu plus, sans que ça soit un narco-flagellant ou quelque chose d'assez dommageable du genre. Même si, dans le kit d'Arco-Flagellant, petite référence à Inquisitor, le jeu dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il y a un des persos 54 mm qui, Damien, je ne sais plus combien, 24-07 ou un truc comme ça, 14-23, c'est ça? Je sais pas, ils ont des petits doc tags en fait, et il y en a un qui a le numéro de l'Arco-Flagellant. Je crois que c'est celui-là. Je crois que c'est 14-27, il me semble que c'est celui-là. Ouais, bon. C'est le premier qu'ils ont mis. Vous nous corrigerez, mais effectivement, c'est une figue qui vient d'Inquisitor. Ouais, c'est celui qu'ils ont mis partout, donc je pense que c'est Damien. Voilà, 14-27, c'est ça, effectivement. Donc voilà. Jojo, Damien. Damien, des gens très bien. Mais voilà, après, elle nous parle moins aujourd'hui qu'à une certaine époque. Je pense que des gens disaient peut-être ça, pas dans un podcast, mais en 2003, en parlant de chasseurs de sorcières. Donc voilà, peut-être que d'ici, je sais pas, 2030, on se dira, cette nouvelle gamme, elle est quand même vachement bien. Et, tu vois, moi, en tout cas, je lui souhaite de me faire le même effet que le Mechanicus, où j'aimais pas trop au début. Ouais. Et les dernières sorties m'ont vraiment dit, ah ouais, il y a une vraie esthétique, ils ont poussé le truc plus loin. C'est plus juste des robots. Ils sont allés dans le côté très renaissance et t'as l'impression que c'est des machines avec des voiles. Ouais, ça c'était très fort. Et de trouver en fait le petit truc en plus qui te fait que d'accord, t'as le côté gothique de 40 000, de l'Imperium, ça. Mais regarde, t'as ce petit détail en plus qui fait que l'armée, elle a une esthétique particulière. On fera peut-être un épisode sur Mechanicum un jour, mais c'est vrai que du coup, entre les véhicules qui ont un truc très SF à l'ancienne, voire même un peu Star Wars par moment. Un côté un peu Léonard de Vinci dans les designs des machines et tout ça. Ouais, tu penses au volant, mais tu sais, je pense par exemple à l'espèce de barge de débarquement. L'espèce d'aéroglisseur. Très Star Wars, je trouve. Le Dune Crawler, je trouve qu'il fait très Star Wars. Les marcheurs aussi. Et en même temps, t'as du robot, t'as de la SF à l'ancienne. Donc, t'as une esthétique qui est cohérente, mais qui va pousser dans plusieurs directions. Aujourd'hui, avec les sorts de bataille, c'est pas forcément le cas. On a plutôt campé sur nos positions. Et quand on est un peu sorti de ce qu'on connaissait, et c'est là où nous aussi on se contredit, c'est-à-dire que quand ils nous ont fait les exo-harnais, on a dit ok, ça c'est cool, ça change, mais c'est pas très beau. Mais c'est raté. Vous auriez pu les faire un peu plus cool. Bref, terminons ce podcast sur le sort de bataille par autre chose que les sorts de bataille, c'est-à-dire nos hobbies récents et nos recommandations. Qu'est-ce que tu as peint, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, JB, dis-nous tout. Eh ben, je suis resté dans le thème parce que j'ai relu le comics Sort de bataille. Ah, et alors qu'en as-tu pensé ? Je l'ai trouvé mieux à le lire en TP, donc en volume relié avec tous les chapitres d'un coup. Donc comme vous l'aurez en VF. Voilà, comme vous pouvez le trouver là chez Panini, là. Que quand je l'avais lu à l'époque en single, où tous les mois je lisais mes 20 pages à peu près. Ça faisait tu restais un peu sur ta fin. C'était un peu décousu et t'avais... Vu que c'est quand même une série où t'as pas mal de changements de lieux géographiques et t'as l'impression qu'elle se téléporte un petit peu d'un endroit à un autre. T'as beaucoup d'ellipses et on passe beaucoup d'un perso à l'autre, contrairement on n'est pas sur Calgar où on était où Marnus était centré sur un personnage et t'avais deux timelines, mais c'était centré sur un personnage. Là t'as des lieux différents, t'as un peu plus de personnages. Je trouve que je me suis plus accroché au groupe qu'à ma première lecture, parce que on suit un groupe de sœurs. Et à ma première lecture, j'avais eu du mal un peu à me dire ok, en fait c'est celle-là l'héroïne, non c'est celle-là, non en fait c'est le groupe complet, mais j'ai mis du temps à m'y attacher. Là ça a mieux fonctionné. Voilà, la deuxième lecture ça a mieux fonctionné. Après voilà, on va pas vous mentir, je trouve que les dessins de Edgar Salazar sont pas incroyables. C'est un peu une sorte de Lenny Liu un peu moins bon. Moi je trouve pas mal sur certains trucs. Genre je trouve que sur les sœurs et sur les trucs un peu dégueux, je sais pas, je trouve que ça colle bien. C'est pas aussi beau que ce qu'on a eu sur Calgar.
mais je trouve que ça colle bien avec l'univers. C'est peut-être la manque de détails par moment. Ou alors c'est la colo que je trouve un peu trop terne. Je me demande si c'est pas Elle la est colo, peut-être pas assez saturée et assez pétante. Mais en tout cas, c'est un bon comics et c'est une bonne porte d'entrée. Peut-être moins bien que Marneus, mais c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers 40 000. Et en vrai, là, il y a eu 2 comics Marvel Warhammer. Il y en a un très bon et un bon. Moi, ça m'embêterait que des gens boycottent celui-là et que la gamme ne se poursuive pas dans le temps. Donc, si vous aimez les comics Warhammer 40 000, faites l'effort de l'acheter. En vrai, vous le regretterez pas. Ça reste une bonne BD. Ouais, et puis ça complète votre collection si vous êtes fan. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler sur les réseaux, parce que je pense que c'est malheureusement une collection chez Marvel dont on n'a pas trop de nouvelles. Et c'est vrai que ces derniers temps, ils ont quand même multiplié un petit peu les OP avec tout un tas de licences. Au moins là, ils n'ont pas produit des trucs vraiment poubelles qui sont vraiment faits pour dire que... Ils n'ont pas exploité juste gratuitement. Voilà, c'est ça. Ils ont fait 2 trucs. Et en plus, il y a quand même un enjeu autour de ces séries avec quelque chose qui a l'air de filer en fait. Oui. Entre les deux. On s'est rendu compte de ça en lisant la deuxième. Du chaos qui met du temps à s'ouvrir, qui a eu des informations de corde sur le premier comics, là de Slanesh sur celui-là. Donc il y a peut-être quelque chose en 4 histoires. Franchement, 4 mini-séries avec peut-être des persos qui se rencontrent et tout, faire ce côté un peu crossover, je pense que ça c'est une idée très... c'est très Marvel dans l'esprit, mais ça fonctionnerait très bien. Ça fonctionnerait très bien, donc on espère qu'on aura la suite. La suite, contrairement au codex chasseur d'extraterrestres qu'on n'a jamais eu. Donc voilà, on espère avoir la partie 3 et la partie 4. Ok, et à part du coup ces lectures on va dire qu'il est fini. J'ai fini mon Dakajet. Nice. Donc t'es repassé chez les orques. Je suis repassé chez les orques. Et depuis les airs. Ouais. C'est un Dakajet échelle 40 000, pas échelle aéronautica. Non, ouais, j'ai fini mon avion. La seule chose que j'ai pas terminé, c'est les bombes à coller en dessous. De toute façon, elles vont tomber sur l'ennemi. Il n'y a pas grand chose. Il me reste pas grand chose à faire. Les couleurs de base sont faites, mais j'ai 2 lavis et un brossage à faire dessus. Quoi. Mais c'est cool. C'est une grosse pièce. Je pense que c'est la plus grosse figue orque que j'ai peint parce que on s'en rend pas compte, mais elle est balèze. Elle est balèze parce qu'avant je pense que le plus gros c'était les buggy j'ai fait un battle wagon, c'est vrai. Battle wagon c'est gros, mais en tout cas c'était intéressant parce que c'est pas je l'ai pas peint de la même manière que mes autres figues orques, c'est-à-dire que là j'ai utilisé des lavis avec de l'encre à l'huile, enamel, tout ça. J'essaye un petit peu des nouvelles techniques de peinture. C'est ton truc ça. J'aime bien essayer des nouvelles choses et j'ai bien kiffé et j'ai hâte de l'essayer une figurine comme ça parce qu'en plus c'est un gameplay un peu à part, ça ressemble pas trop à ce que j'avais l'habitude de jouer et puis voilà, ça fait partie un peu des pièces. Je trouve avoir un avion dans une armée Warhammer 40 000 c'est toujours un truc de la fin de l'armée quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est pas la figurine vers laquelle tu t'orientes dès le début. En tout cas, moi, dans la manière dont je vois mes armées, je commence par les troupes, quelques personnages, après un peu d'élite, après un véhicule, et l'avion, ça arrive après. Quoi. C'est comme le super lourd. Ouais, c'est ça. C'est des figurines de fin, tu vois. Ouais, ou alors le super boss type Gazgul ou Abaddon, quoi. T'as envie de les avoir quand tu commences à avoir quand même une belle collecte, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, ce qui fait que maintenant, j'arrive à 3200 points d'orque full peint. Pas mal. Ça commence à être pas mal. Et puis à côté, j'ai continué de vider ma pile of shame, donc mon objectif de cette année de la cleaner complètement. Non. Faudrait une année qui dure 5 ans. Ouais. Mais de continuer à vider les kits que j'avais achetés il y a 2-3 ans et qui s'entassaient sous mon lit. Là, j'ai fait une grosse bande Warcry Soulblight en prenant des figues que j'avais topées sur eBay de Curse City, donc des squelettes. J'ai acheté les zombies Underworld pour faire des petits zombies avec et tout ça. Et là, pareil, j'ai testé des nouvelles peintures et des nouveaux trucs que je connaissais pas. C'est un truc qui a un peu fait du bruit il y a quelques mois sur Internet. C'est les peintures de Dirty Down qui permettaient de faire de manière assez facile et de manière assez réaliste de la rouille, du vert de gris et de la mousse. Ouais. Alors, je suis pas spécialement convaincu par le vert de gris. Ou alors peut-être que ma base était trop sombre au départ, mais j'ai pas réussi à avoir un effet aussi waouh. Le vert de gris, cette espèce d'oxyde bleu, d'oxydation du bronze à l'air. J'ai pas réussi à avoir un effet aussi waouh que ce que les vidéos ou les photos sur internet montraient de ce produit-là. Par contre, la rouille, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est assez épais comme peinture. Quand vous en passez une couche, vous allez voir, il y a une espèce de gros blob marron qui se dépose et en séchant, il y a vraiment des variations de orange, de marron, de jaune qui se créent toutes seules. Voilà, faut que ça soit sur des zones texturées parce que si vous le faites sur des zones plates, vous allez avoir des espèces pas de taches de café mais de transitions que vous allez voir et c'est un peu moins réaliste. D'accord. Par contre, si vous avez moi j'avais mis du typhus corrosion à blinde sur les armures des squelettes et ça rend super bien. On a vraiment l'impression que les armures elles sont hyper vieilles, hyper éclatées pour un truc qui se fait assez facilement. Yes. Par contre, ça bousille les pinceaux.
Donc faites ça un vieux pinceau synthétique, mais trempez pas votre pinceau Raphaël en poil de Marthe à 25 balles dedans. Non, c'est clair, ça serait dommage. Bah écoute, tu nous passeras quelques photos et je mettrai ça sur nos réseaux parce que ça m'intéresse pas mal. Et puis je pense que ça intéressera pas mal les gens parce que c'est vrai que le style Weathered ou Battle Damage, c'est quand même un truc qu'on voit beaucoup depuis toujours sur le Wargame, quoi. Donc c'est cool qu'il y ait des gammes maintenant qui le rendent plus simple. Surtout là, c'est marrant parce que bon, c'était pas lié à ça, mais la Games Workshop l'a un peu mis en avant avec l'Horus Heresy, où ils présentent beaucoup plus de Battle Damage sur les figues et tout ça, à venir un peu plus, même dans les photos et tout ça, montrer, t'as plus l'impression qu'il y a des pigments qui sont posés et tout pour les lier au socle. Mais je pense que c'est presque de l'opportunisme marketing parce qu'ils savent que beaucoup de gens jouent à Horus Heresy parce qu'il doit avoir des âmes crochues avec la communauté modélisme historique, tu vois, de mecs qui aiment bien se prendre la tête sur les effets d'usure de ouf sur des tanks et tout. Et l'Horus Heresy, je ne sais pas pourquoi, a toujours attiré ces gens-là et a toujours eu un peu cette esthétique dans ce que les gens peignaient. Et c'est marrant de voir GOE dire ok, on va faire des tutos pour faire ça simplement. C'est flashy et pétante. Ouais. On est un peu moins saturé dans l'imagerie et tout ça. T'as moins de variations. Donc quand tu dois peindre 20 Space Marines, t'es content que le weathering ça définisse un peu l'armure parce que sinon t'en as pour longtemps, quoi. C'est la moindre escouade de 20 gus. Allez, prends tes 40 MK6 là et va aller faire différent. Va jobber, effectivement. Okay. Donc ouais, du hobby cool, quoi, pour me détendre et pour avancer en vider la pile of shame tout en continuant mon armée principale. Donc prêt pour la nouvelle version de Warcry qui approche à grands pas. Très 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 chaud pour la nouvelle version de Warcry, c'est vraiment la nouveauté que j'attends cette année. Les figues qu'on a vues, que ça soit la bande chaos un peu liée au centaure et peut-être aux nains du chaos aussi. Ils vénèrent le même dieu que les nains du chaos. J'aime bien. Les nains du chaos. Mais par contre que l'autre bande soit a priori pas une bande chaos. Ouais. Il y a des habitants de Gur, des habitants de Gur, donc j'imagine que ça serait plus une bande destruction. Ouais. On avait déjà eu avec les elfes noirs, bande qui n'était pas chaos. Mais là, d'avoir une bande destruction et d'avoir des humains de la destruction, c'est un truc que je pense que je demande depuis le premier Land Rider, donc je les ai enfin. Bah ouais, non, mais kudos à Warcry pour essayer toujours un peu justement d'investir, on va dire, les royaumes mortels tu vois, de tous ces petits détails, de à quoi ça ressemble les gens qui vivent sur place et tout, c'est plutôt très cool. Et c'est une gamme qui est, enfin, on va pas refaire une parenthèse sur Warcry, mais c'est une gamme qui quand même a tombé. Et moi, chaque bande, je pourrais la peindre pour le plaisir de peindre. Donc c'est assez rare que je pense comme ça. JB en est témoin, il me l'a encore dit hier. Tu fais tout en projet. J'ai aucun projet sur Warcry si ce n'est peindre toutes les bandes. Donc c'est encore un projet. Voilà, c'est encore un projet. Et toi, du coup, en hobby récemment? Eh ben récemment j'ai fait quand même très peu de choses et cette année j'ai eu beaucoup de boulot et de trucs à gérer, mais c'est vrai que j'ai repris un petit peu la Black Legion tout récemment après avoir fait des fantômes de Gaunt et j'ai voulu faire une bonne partie de la boîte Eldritch Omens que je m'étais procuré pour avoir le Warpsmith, le technomancien en français, les élus et le Ferrocentaurus ou Forgefin en anglais, qui est l'espèce de grosse bestiole machine démon des marines du chaos. Et donc je me suis dit, est-ce que je me fais des élus parce que j'aime bien bidouiller des Space Marines du chaos d'infanterie, je pourrais en avoir 150 et les faire tous différents, donc tu me connais. Et je me suis dit, pas loin des 150. Je vais me faire violence, je vais me faire le véhicule parce que je sais que c'est un kit plus vieux et je pense que pas au sens où il fait la pluie, mais il est vieux, il date pas tant que ça, mais 2012, quelque chose comme ça. Ouais, mais on en a déjà parlé, c'est le moment où les filles KO, elles commencent à ressembler à un truc pas mal. Mais c'était un peu complexe. Le Eldrake date de cette période-là, les Warp Talon aussi, et il y a un truc... Il y a un truc qui va pas encore. Comme les sorts de bataille, vous êtes sur la bonne voie, continuez un petit peu. Ouais, c'est ça. Et on voit que sur le Venom Crawler, qui est une machine plus récente, ils ont réussi à trouver un truc qui est vraiment cool. Et à assembler, je vais pas te mentir, ça... Je sais pas, c'est grossier, il n'y a pas de kiff, tu peux pas faire des pauses, j'ai galéré à faire ce que je voulais faire, je voulais le faire en mode plus gorille, parce que j'ai promis que toutes les figues de mon armée seraient converties, y compris les véhicules, donc je me suis pris la tête aussi là aussi, et à un moment je me suis dit, vas-y, est-ce que je peux pas faire juste un mélange de la version corps à corps, qui a des grosses pattes, et de la version tir, qui normalement a des gros canons à la place des pattes, et en fait j'ai utilisé... le fun fact, tu peux du coup, là où il y a normalement le trou pour mettre les bras de tir, si tu utilises pas les jambes de la version CAC, je sais plus exactement ce que j'ai fait, je crois que c'est la version CAC qui normalement a des sabots, donc il me restait des sabots, j'ai retourné les sabots et en les collant là où normalement on doit coller le joint un peu en boule de l'arme, ça donnait l'impression que c'était une sorte de mini tourelle sur laquelle j'ai pu coller les canons dans le dos de la bestiole, ce qui lui donne un peu un côté tortank que j'aimais bien. J'ai bricolé ça.
Pas avec l'effet escompté, mais avec un effet que je trouve pas mal. Je suis assez content de la bestiole, et on impose plutôt. Moi, je trouve que tu as fait un choix assez ballsy sur la tête. Ouais. De juste mettre un gros crâne. Ouais. Parce que t'aimais pas la tête de base ou... Bah en fait, j'ai l'impression qu'elle ramenait vachement la figue vers un côté t'as mis des canons à la version CAC. Et en fait, j'ai aussi inversé le cou. Je l'ai mis vers le haut alors que normalement il va vers le bas pour avoir un côté un peu long cou. En fait, j'aimais bien l'idée de faire un truc un peu plus proche du dinosaure. Et effectivement, le côté crâne, il est venu comme ça parce que j'avais vu des mecs qui faisaient des machines démons avec les crânes du pack de crânes. Je crois que c'est le plus gros que t'as dans le pack. Et je me suis dit, tiens, je vais rentabiliser ce pack de crâne. Moi, j'ai fait des figues et to build, donc la conversion, que dalle chez moi. Bah ouais, mais tu me connais, ça fait partie de mon kiff. Alors après, le problème, c'est que les conversions, c'est un peu comme quand tu dessines, en fait. C'est-à-dire que c'est très facile si tu as le contrôle, puis après, quand tu dois aller... Enfin, tu sais, dans ta tête, tu visualises le truc, et une fois que tu es sur la planche à dessin, t'arrives pas forcément à sortir ce que tu avais dans la tête. Mais là, je trouvais que le crâne répondait bien aux Gatling, qui en fait sont cerclés de crânes. Donc je voulais faire un espèce de truc où tu aurais les 3 crânes comme ça qui s'alignent. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Après, on va pas se mentir, c'est pas du tout ma figue préférée dans la gamme. Je voulais juste l'avoir pour avoir en fait une entrée de chaque truc. Et je pense que je referai pas un deuxième pour le plaisir, parce que c'était pas vraiment un plaisir ni à monter ni à peindre. Pour la petite anecdote, j'ai dû la décoller du socle. Parce qu'en fait, ces figues-là, elles n'ont clairement pas été pensées à l'époque avec cette considération. J'ai vu récemment, et j'embraye sur les Stormcast que j'ai fait, que j'ai assemblé tout juste là il y a quelques jours, que Games Workshop maintenant montrait comment tu pouvais, c'est le cas pour le chariot par exemple des Stormcast à Age of Sigmar. Bon, il y a une espèce de chariot un peu antique, 2 bestioles et puis 2 Stormcast derrière en mode gladiateur dans l'arène. Et ils te disent tiens, voilà, t'as fini cet assemblage de cette figue, mets-la à part, peins-la, et après tu reviendras la coller. Donc en fait maintenant dans des notices d'assemblage on te montre c'est quoi les sous-assemblages. Et moi c'est un truc sur les figues de 2012 il n'y avait pas ça. Ils en ont rien à taper, ils sont en mode ah ouais vas-y mets les bras, mets les tentacules et tout. Mais une fois que tu l'as collé au socle, en fait t'as aucun angle pour aller chercher ton pinceau. Et encore, moi j'ai pas mis les bras qui sont, tu peux lui mettre des espèces de bras sous le ventre. Et il y en a un c'est 3 fois des tentacules. Et je pense qu'une fois que tu mets ça, t'as des trucs qui ondulent dans la direction de ton pinceau. C'est un enfer. Je pense que si vous faites cette figue un jour, ne la collez pas au socle. Peignez-la comme ça à la main. En plus, elle se manipule bien, elle est grosse. Et collez-la à la fin. Faites pas la même connerie que moi. Parce que du coup, moi, j'ai dû refaire 2 fois le socle. Et donc, j'ai perdu du temps. Et j'en ai un petit peu marre, je dois dire, à chaque fois que je parle de ma Black Legion, de dire ah, ok, j'ai fait ça. Et c'est ce kit qui date de cette époque. Donc, j'ai pas kiffé le monter, j'ai pas kiffé le peindre. Je suis content de l'avoir, mais j'ai pas kiffé, tu vois. Alors que sur les autres kits plus récents, c'est quasiment un kiff de tous les instants. T'as fait un peu des kits anciens que tu voulais, genre le Eldrake et celui-là. Là, t'es bien, tu vois. Là, tu vas les Chosen, les Possédés, les nouveaux cultistes, parce qu'il y a une belle gamme de nouvelles figurines KO qui arrivent. Ouais. Ça va être cool. Bah ouais, c'est pour ça que j'hésite, tu vois, par exemple, à rajouter un Dreadnought qui date aussi de cette époque-là, parce que j'ai peur, tu vois, de me refaire avoir en me disant ah la figue est cool et tout. Puis je vais voir les assemblages, puis je vais faire ah putain, en fait c'est super chiant, c'est difficilement customisable. Peut-être qu'il faut que j'aille vers un kit Horus Heresy plutôt, tu vois, ou des choses comme ça. Je pense que par exemple pour un Rhino, tu peux aussi aller vers le kit Horus Heresy. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà, on parle pas souvent des prix, mais là ça fait 2 fois. L'ancien Rhino est à 40 €, le nouveau Rhino est à 37. Ouais, donc prenez le Rhino Horus Heresy qui est plus joli. Il est plus joli, il est plus récent, il est moins cher. Voilà. Donc, mais bon, j'ai dans ces grandes heures. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui va augmenter le prix d'ici peu. Mais ouais, voilà, dommage pour la Black Legion, mais ça c'est fait. Le Warp Smith, c'est une nouvelle figue, mais j'ai pas trouvé ouf quand ils l'ont annoncé. Donc je l'ai faite, on va dire, tranquille, et c'était cool. Bah, je trouve que dans la pose globale, elle ressemble beaucoup au Tech Marine Primaris. Alors il y a une cape un peu sympa, il y a une hache qui est assez cool, mais c'est vrai que ils sont pas vraiment foulés sur celui-là. En termes d'originalité, c'est pas ouf. Surtout que l'ancien, il avait un espèce de truc assez bizarre, on comprenait pas la figue, elle avait un backpack avec plein de tentacules qui revenaient devant. Il était assez monstrueux, là il l'est un peu moins. Ouais, complètement. Mais bon, bah, depuis, on a vu aussi les nouvelles figues qui vont arriver avec le nouveau codex. J'ai le nouveau codex là sous les yeux. Je le trouve vraiment très dense en termes de règles et tout, mais je trouve super cool. C'est un bel objet. Il y a vraiment plein de trucs à se mettre sous la dent. Il y a même des règles pour le mode narratif spécifique à la Black Legion. Donc, moi, je suis aux anges. Voilà, il y a les nouveaux possédés qui sont très cool. Je pensais pas flasher un jour sur des possédés, et tu vois, genre ça me fait douter un petit peu de ma loyauté, quoi. J'avais bien aimé peindre les Greater Possess, tu vois, par exemple, c'est des figues que à la base j'aurais pas vraiment dû kiffer parce que je suis pas spécialement fan de cette esthétique, et quand je les ai peints, tu vois, là j'avais pris un kiff de ouf. Et des fois c'est comme ça, c'est en fait tu te surprends, c'est ah ok, c'est pas forcément mon truc, mais à peindre c'est tellement cool, j'ai envie d'en peindre d'autres, donc je vais très clairement prendre cette boîte là.
Donc je sais qu'il y a, comme tu disais, que du bon qui arrive. Et en attendant, là, je me fais une petite pause puisque ça fait 1 an que la V3 de iOS est sortie. Je crois. Oui, on est en juillet, ça a dû sortir en juin. Oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai eu quelques cadeaux au Stormcast pour mes 30 ans l'année dernière. Et du coup, je vais peindre un petit peu tout ça. Et voilà, je me fais une session Stormcast qui arrive. Ça me permet de faire d'autres esthétiques. Et souvent, vu que je les convertis moins, les Stormcast, c'est aussi très reposant. Parce qu'en fait, il faut savoir que mes sessions de montage, généralement, voilà, par exemple, la grosse bestiole Black Legion dont je vous parlais, c'est un après-midi qui commence à 14h et qui termine vers 19, quoi. Et t'as pas fini. Et ouais, tu l'as pas peint, quoi. T'as juste monté la figue parce que t'as fait de l'assemblage, du dry fit, t'as essayé des conversions, t'as essayé 30 têtes. Voilà, je suis comme ça. Donc ça fait du bien des fois de juste se reposer. Donc là, sur la la suite, notice. tu réenquilles sur du Stormcast un peu plus calme, tranquille. pas de conversion, juste de la peinture sympa. Ouais, et après je pense que là je vais vider ma pile of shame KO qui commence à être grande, et il se trouve que le codex est quand même pas mal, comme toujours en fait, des unités trop fortes deviennent un peu ok, et des unités qui étaient moins jouées deviennent fortes, et donc je pense à des trucs type le Master of Possession que j'ai sur Grapp mais que j'ai jamais fait. Maintenant il est goldé, donc t'as envie de le faire, donc j'ai quand même pas mal d'entrées qui sont cool que j'ai pas faites. Donc je vais les faire. Ouais, moi j'ai résisté. J'ai été très tenté par l'appel du chaos parce que l'idée de me faire une petite force Wordbearer avec des possédés, des oblitérators et ce genre d'esthétique, pareil, muté, vous savez que ça me parle. Mais je dis non, Jean-Baptiste, tu te calmes, tu passeras du côté du chaos quand le codex Emperor Children sortira. Bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Codex World Eater qui arrive avant. Ouais, bien sûr. Mais j'ai espoir pour la V10, tu vois. Une nouvelle armée du chaos par version, V10, dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. On aura un truc quali, effectivement. Et là, je passerai du côté du chaos. Et pour l'instant, je vais retourner un peu du côté des orques. Et j'ai des commandos, tu vois, par exemple, qui datent de la boîte de Kill Team que j'ai toujours pas terminé. J'ai ma copine qui m'avait offert un Stompa à mon anniversaire que je n'ai pas encore commencé. Donc j'ai des gros trucs à faire. Tu vas monter vite vers les 4000 points là. Ouais. J'ai quand même aussi, parce que j'avais pris la boîte collector des Beast Naga, tu vois, vraiment, ça n'a aucun sens, ma pile of shame. Ouais. C'est pour ça que je te disais qu'il me fallait plusieurs années. Mais, un Kakena pour JB. Voilà. Mais là, je reprends un rythme de peinture un peu plus soutenu qu'au début d'année, où comme toi, j'ai eu beaucoup de boulot, avec notamment des projets qui m'occupaient le soir. Donc c'était difficile de peindre, parce que quand tu rentres chez toi à 2h du matin, et que ton atelier pour peindre est dans ta chambre, et que ta copine dort, tu peux pas faire d'aérographe. Ouais. Et je pense que même si tu pouvais, tu ne le ferais pas parce qu'il est tard. Mais effectivement, écoute, on espère que tu nous rejoindras quand même bien du chaos. Allez checker quand même tout ce que JB a fait avec la team La Bonne Auberge. Il y a des figues, il y a des copains, il y a des trucs qui se passent bien. Le financement participatif a cartonné. Donc, ça a bien marché. Merci. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des auditeurs de Landrider qui avaient participé aussi. Merci. Donc ça va. En plus, on va développer quand même une partie hobby, vraiment peinture, avec Julien Mindel qui est un peintre professionnel, donc même si le JDR ça vous parle pas, il va quand même y avoir des projets hobby, des projets peinture que vous allez pouvoir suivre un petit peu, et voilà, moi je me lance dans ce truc là. On a monté une boîte, je suis patron et tout, c'est assez flippant, mais c'est excitant aussi de se dire que je travaille pour moi maintenant et faire un projet aussi cool que ça. Je te souhaite que ça se passe hyper bien, et on souhaite à tous nos auditeurs, si c'est leur kiff, de se lancer. Nous ça fait plusieurs années qu'on court après ce genre de rêve, et c'est plutôt cool de pouvoir faire ce genre de choses. C'est dispo sur Twitch, c'est dispo sur YouTube, c'est dispo aussi en podcast, donc sur Spotify, sur Apple. Donc si vous avez l'habitude d'écouter Landrider, vous pouvez aller écouter La Bonne Auberge. C'est un peu plus narratif. Et bien voilà. C'est une histoire, mais ça peut très bien accompagner vos sessions peinture cet été. C'est clair, ça a du sens. Tu nous as fait une petite reco, mais est-ce que tu nous terminerais pas ce podcast sur une autre reco plus Warhammeresque? Un reco plus hobby. Alors c'est une reco assez large, mais en même temps je vais un peu la centrer. C'est que je trouve que le YouTube game du hobby est très très bon en ce moment. Ouais. Parce qu'il y a eu une évolution, je trouve, de ces quelques années où, il y a 4 ans, les vidéos peinture sur YouTube, c'était que des tutos. Ouais. C'était comment peindre ça, comment peindre ça, comment peindre ça. Et depuis quelques années, il y a pas mal de YouTubeurs qui ont un peu, je trouve, intellectualisé un peu plus, et qui réfléchissent plus à la peinture, à de la philosophie un peu plus. Il y a eu des gens que j'aime beaucoup, comme Gooberton, comme Mignac, comme Squidmar. Mais là, je voulais en mettre 2 en avant. La première, c'est Dana Hall, et la seconde, c'est Lilia Mev, qui sont 2 peintres qui, en fait, vont utiliser des couleurs extrêmement vives, en général, et vont vraiment essayer de travailler la saturation dans les couleurs. Et elles ont toujours des vidéos très documentées,
où elles vont venir te parler des pigments, des médiums qu'elles utilisent, de la dilution, tout ça, et ça va plus loin que juste pour peindre telle couleur, faites telle couleur, tel lavis et tel highlight. Et c'est des personnes qui ramènent pas mal d'artistique. Un côté très artistique, ouais. Dans le hobby, je trouve. Tout en ayant une connaissance technique et une connaissance limite chimique, en fait, de qu'est-ce que c'est la peinture, comment peindre et comment avoir un sentiment, par exemple, sur un dégradé, comment faire un dégradé où tu passes du violet au jaune. Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça racontait, qu'est-ce que visuellement ça va apporter. Ouais, c'est très précieux et faire aussi connaître ces styles. Moi je trouvais très important. On voit que pour le jeu, pour le hobby, on va dire plus dans ce qu'il a de plus ludique, ça, on a du mal à sortir du côté compétitif ces dernières années sur YouTube. Par contre sur le côté hobby modélisme, on a vu que maintenant beaucoup de gens quittent le modèle GW parce qu'en fait il y a plein de gens qui défendent d'autres écoles, t'apprennent comment le faire, et en fait il faudrait que cette révolution-là soit appliquée à tous les domaines du jeu. Mais en tout cas profitez. Moi notamment Dana Hall, j'adore ce qu'elle fait. Et surtout c'est la meuf qui est, je crois, est un hobby streak day, un truc de genre ça fait 1029 jours qu'elle fait un truc tous les jours. Elle se tient une rigueur genre, tous les jours elle fait au moins une heure de hobby et elle le poste. 1029 jours, c'est genre quoi, c'est 3 ans 3 ans et demi où elle s'est imposée de faire un peu de hobby tous les jours. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Mais alors il est un peu moins présent sur YouTube, mais il était plus sur Twitch. C'est un Américain que j'aimais bien qui s'appelait de Sauce Painting. Et il parlait de la painting méta, lui. Et le striking rhyme, ça a changé la painting méta. Et il reprenait les termes de tournoyeux, mais pour parler peinture, et il était assez rigolo. Il fait un peu moins de vidéos en ce moment, je sais pas pourquoi, mais. Écoute. Voilà. Et lui, il avait plus cette approche, Grimdark, la peinture enamel, beaucoup de shipping et tout ça. Et voilà, j'aime bien que le YouTube game se diversifie et up un peu la qualité des contenus et te propose autre chose que regarder cette 27e vidéo pour peindre un visage. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour ma part, Marocco sera thématisé, comme souvent. Je voulais parler d'un monsieur qui travaille chez Games Workshop. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas forcément fait le lien au début, mais quand j'ai pensé Sœur de Bataille... Jess Godwin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Mais en fait, quand j'ai pensé Sœur de Bataille, une belle armée Sœur de Bataille, alors j'avais en tête cette armée de la Rose Sanglante, pardon. Moi, je pense un jour, d'ailleurs, je vais devoir faire une armée la Rose Sanglante juste pour ça, pour m'exorciser de mes vieux souvenirs, mais que j'avais vu dans le White Dwarf. Mais la deuxième armée à laquelle j'ai pensé, c'est l'armée du suaire d'argent, du Argent Shroud, je crois qu'on dit en anglais, de Drew Paliz. Donc Drew Paliz est né à Paris, mais c'est un Français. Et il travaille chez Games Workshop, il est peintre heavy metal, donc son armée, disons qu'elle est d'une certaine... Il a un petit niveau. Voilà, alors il a un petit niveau. Et en fait, il a participé à la dernière édition du choix des armes CDA, version officielle, parce que dans White Dwarf, il y a quelques mois de cela. Et du coup, on a pu voir son armée grandir en très peu de temps. Et le mec a en plus eu un nom et un historique pour chacune de ses unités. Et voilà, son armée a tombé. Alors, n'allez pas comparer vos styles, à moins que vous peigniez très 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 bien. Charles, ce message s'adresse à toi, mais n'allez pas vous comparer à lui parce que c'est assez déprimant. Il fait des trucs complètement dingues. Mais moi, j'étais très touché par le visuel, je pense qu'il se trouve assez facilement sur Internet, de son armée au complet dans le White Dwarf. Et j'ai fait waouh, cette armée en métal avec tous les bras zéro bien rouges, bien jaunes, l'école Games poussée à son paroxysme, quoi. Il n'y a pas à chier, ça. 3 edge light à chaque fois sur chaque arête. Ouais, non, mais c'est un tueur là-dessus. Laisse tomber, je sais pas comment ils font. Et c'est un mec que je suis depuis longtemps, qui était d'ailleurs apparu dans les podcasts officiels que Games faisait pendant un temps. Et j'étais en mode, c'est marrant. Bien, ces podcasts. Et c'est trop bien, c'est tous les meilleurs trucs qu'ils ont jamais produits. Je sais pas pourquoi ils continuent pas, mais voilà. Wade, tu nous manques, viens interviewer des gens. Mais c'était trop chouette de voir un Français faire ça. T'as pas été le seul à être interviewé, mais c'était très cool. Et ouais, en fait, il me fait un peu rêver et il a failli me faire rêver encore plus. Petite parenthèse, c'est que il s'est mis au chaos. Je crois que finalement, il fait Black Legion. Mais au départ, il voulait faire Emperor Children et il voulait faire les Emperor Children de David de Habreux. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un mec qui, je crois, fait partie du blog des Coos et c'est un ancien nom de la rédaction de White Dwarf, mais France. À l'époque, on avait des rédactions locales et où le mec a une armée Emperor Children où le rose est une espèce de rose, un fuchsia un peu pâle. Et
et avec un schéma de couleur éclaté, c'est-à-dire que le rose n'est pas toujours au même endroit et tout, son armée a tombé, et donc en fait il voulait faire un hommage à cette armée-là, et j'étais en mode mec vas-y, et finalement il s'est dit ouais, Black Legion c'était quand même un peu le truc de mon enfance, j'ai envie de peindre Abaddon et tout, donc j'étais en mode peut-être ok. aussi qu'il a regardé les Noise Marine actuels, il a fait non. Non, voilà, ça sera peut-être pour une armée effectivement comme toi un peu plus tard, donc voilà, on le salue bien bas, allez checker son armée, je vais pas faire beaucoup plus de pub parce qu'il bosse chez GW, je pense qu'il en a déjà suffisamment, mais voilà, si vous l'avez vu, vous passez, c'est sans doute dans White Dwarf, donc allez checker son Insta et tout, il y a des petites dingueries pour se rincer l'œil. Voilà pour nous JB. Bien sûr, n'oubliez pas aussi d'aller checker Sœurs de bataille qu'on vous recommande éventuellement. Et il est dispo chez Marvel en VO et chez Panini en VF. Exactement, c'est écrit par Torun Grönbeck et dessiné par Edgar Salazar. C'est dispo chez nous si vous lisez en français, et si vous avez envie de vous exercer au gothique et qui est en anglais, vous pouvez toujours lire chez Marvel directement. Le choix vous appartient. On vous dit à très vite, j'espère, puisque le dernier épisode avait été enregistré quand même il y a plus de 3 mois. Oula, oui. Donc la vie a été un peu intense. La vie a été un peu intense, et malheureusement elle sera pas moins intense cet été, mais je pense qu'on reviendra vers vous très vite pour savoir un peu comment faire évoluer peut-être un peu la formule Land Rider. Pour ne rien vous cacher, je déménage en fait, je quitte Paris, donc forcément ça implique des notions. On part sur la bordure extérieure. Ah non, c'est un autre podcast. Exactement, pardon, je pars dans l'œil de la terreur. Mais du coup, à défaut d'avoir des psycheurs pour communiquer, il va falloir qu'on s'organise. Si vous avez des idées, des suggestions. Alors, le podcast à distance, c'est faisable, hein, Tim. C'est faisable. qu'on aime moins ça, mais c'est faisable. Oui, c'est vrai, mais peut-être que voilà. Mais tu vois, je vois, il y a quand même un petit livre devant toi qui a l'air pas mal. Petit codex Space Marine du Chaos. Franchement, un petit épisode sur le chaos d'ici la fin de l'été. Ça me semble jouable. Tu penses que c'est jouable en août ? Bah écoute, si ça te tente, moi je suis parti, mais prépare le conducteur et laisse-moi partir en couille pendant trop longtemps, parce que ça risque d'être long. Mais effectivement, pas aussi long que celui de la garde impériale. Vous le savez, vous l'aurez le droit un jour en 4 parties. Ouais, il sera fleuve celui-là, il sera en plusieurs épisodes. Ouais, c'est clair. Ah bah 1 par régiment minimum. Oh mon Dieu. Mais voilà, on vous laisse on a créé un monstre. On vous laisse avec ces chimères, et on vous embrasse. Merci de continuer à soutenir Land Rider. Je sais qu'effectivement on n'est pas les plus réguliers, mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent c'est quand le prochain épisode, j'ai peint ça, vous nous envoyez des photos et tout. On essaye vraiment de se tenir à faire plus de choses, mais effectivement là ça commence à être très compliqué. On arrive à un âge où c'est très compliqué, et avec des ambitions et des idées aussi qui font que est-ce qu'on peut encore faire les deux? Moi, très clairement, si on en avait fait un par semaine l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais une nouvelle figue à détailler dans la partie hobby. Là, généralement, c'est une par mois, quoi, voire moins. On a eu des agendas tous les deux très très chargés sur le début d'année. Donc, donc on s'excuse un petit peu d'avoir fait moins d'épisodes, mais on s'excuse. On va essayer d'en refaire un petit peu plus. Mais on sait que vous nous en tenez à rigueur, puisque vous êtes des crèmes. Voilà, tout à fait, des petites crèmes du Warp. Eh bien, des gros bisous, que l'empereur ou les dieux noirs ou Gork ou Mork vous protègent, et puis on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Bonus. Trax.